Memphis sombra dans les ténèbres. Amon-Or gisait dans une fosse sous le temple d'Anubis, où l'air était lourd de l'odeur de moisissure, de traces de rats et de peur. Les chaînes s'enfoncèrent dans mes poignets. Les blessures laissées par les fouets des gardes du pharaon saignaient, et une seule pensée tournait dans ma tête. Pourquoi moi? Je n'étais pas un voleur, j'étais un scribe, de ceux qui tenaient les comptes du trésor, comptèrent le grain pour le Nil, enregistraient les dettes des marchands et surveillaient les caravanes d'encens venues du sud. Mes mains étaient dans l'encre, pas dans le sang. Mais le vizir Setnecht en décida autrement. Il vint me voir il y a 3 jours avec le sourire d'un chacal et une pile de rouleaux. « Amon-Or, dit-il doucement, comme un serpent avant de frapper. Le pharaon exige un rapport. 300 talents pour la campagne de Nubie. Vérifie-le. » Je vérifiai. Les chiffres ne correspondaient pas. 200 talents avaient disparu. Pas une erreur, une falsification. « Monseigneur, il y a une divergence ici, dis-je. » Ses yeux se rétrécirent. « Signe-le, et c'est tout. Mais la vérité... » La vérité, il se pencha plus près, et je sentis son parfum, encens et avidité. « Ta sœur Mary tisse dans le quartier. De beaux tissus pour le temple. Ce serait dommage si elle était accusée de livraison insuffisante. Mérite, ma petite sœur, ma seule famille après la mort de nos parents. Silencieuse, talentueuse, rêvant de la bénédiction des prêtres. Je ne signais pas. Le lendemain matin, je fus saisi. Le procès au temple était une mise en scène. La foule rugissait, les prêtres en lin blanc lurent la sentence. Tu as volé le dieu roi. Ton cas s'étouffe dans la doigt. Des gardes en cuirasse de bronze portant l'image d'un faucon me traînèrent jusqu'au poteau. Exécution à l'aube, publique, afin que tous voient la main du pharaon. La nuit apporta le salut. Le Khamsin, la tempête de Seth. Le vent hurlait, le sable fouettait les murs, les gardes se dispersèrent dans la panique. Un jeune garde, Kemet, mon ancien voisin du quartier, s'approcha. La chaîne se desserra. Je tirai brusquement, frappai avec mon coude, arrachai la clé et bondis dans le chaos. Le sable me frappait les yeux. Le vent rugissait comme les djinns des légendes. Je courus jusqu'à ce que mes jambes cèdent près des faubourgs. Là, je tombais et le monde devint noir. Je m'éveillai à une voix. Bois ou meurs. À côté de moi était assise une femme d'environ 30 ans, à la peau sombre, aux yeux couleur kaki du désert, vêtue d'un manteau de laine de chameau et portant une amulette d'Isis autour du cou. Néferu, une bédouine survivante des pistes, avec un poignard à la ceinture et un chameau derrière elle. « Tu es un fugitif, dit-elle. Les chaînes pendent encore. » J'acquiesçai en avalant de l'eau. « Oui, pars. » Le désert n'aime pas les invités du pharaon. Mais je vis une oasis, des palmiers, une source, des ruines de colonnes, des traces d'un temple oublié ou d'un avant-poste. « On peut vivre ici, dis-je. Construire. » Elle rit sèchement, comme le crépitement du sable. « Seul, sans armes, tu es devenu fou à cause de la chaleur. Avec ton aide, non. » Néferu se tut. Ses yeux m'évaluaient. Blessure, chaîne, obstination. Fou. Mais le désert aime ce genre de gens. Reste. Pour l'instant, c'est ainsi que tout commença. Pendant 2 jours, je survécus seul. Je creusais un fossé de la source aux palmiers, ramassais des dattes, tressais une hutte de roseaux. Néferu venait avec du sel et de l'eau, mais n'aidait pas, elle enseignait. Le désert n'est pas une mer. C'est un juge, disait-elle. Montre de la force et il donnera. Montre de la faiblesse et il prendra. Le 3e jour, j'entendis des cris. Je saisis une lance artisanale en roseau avec une pointe de pierre et grimpai sur la dune. Dans un creux se trouvaient 6 esclaves. 4 femmes, 2 hommes. Des chaînes aux mains, épuisées, avec les marques de caravane, propriété de Memphis. Leurs escorteurs, 3 bandits avec des lances, des chameaux et des fouets, les battaient sans pitié. Une femme, Tia, tomba. À côté d'elle, Baken, un maçon robuste aux mains comme des marteaux, tenta de la relever. « Lève-toi, sœur !» râla-t-il. Une autre, Myriam, murmurait une prière à Osiris. Sekhmet, une jeune femme avec du feu dans les yeux, siffla « Chien maudit !» Les hommes, Ptah l'artisan et Isir le forgeron, traînèrent les chaînes. C'était un marchand d'esclaves de Memphis, une affaire typique. Les esclaves étaient emmenés aux mines de Nubie. J'aurais pu partir, mais je vis mes propres chaînes dans leurs yeux. Je descendis.
Le premier bandit mourut d'une pierre à la tempe, le deuxième d'une lance à la gorge. Le troisième parvint à frapper, mais Néferu, surgissant derrière la dune, lança un poignard dans son dos. Les esclaves se figèrent. Tia, l'aînée au visage marqué de cicatrices, se leva la première. « Es-tu un messager d'Anubis » ? « Non, répondis-je. »« Émonor, un fugitif, comme vous. » Bakken serra le poing. « Et maintenant ? Tu vas nous achever ?»« Non, vous aiderez à construire, ici, l'oasis. » Sekhmet renifla. « Construire ? Nous sommes des esclaves. Vous l'étiez. Maintenant, vous êtes le peuple d'Amon-Oa. » Ptah, mince avec des doigts d'artiste, demanda « Pourquoi ?» Je regardais l'eau. « Parce que le désert donne une chance. Nous la prendrons. » Ils restèrent silencieux. Puis Tia hocha la tête. « Mieux vaut construire que pourrir dans une mine. » C'est ainsi que mes premiers compagnons apparurent. Les esclaves devinrent une famille. Bakken creusait des puits. « L'eau et le sang de l'oasis » grognait-il en mordant le sable. Sa femme, Myriam, ramassait des dattes, silencieuse, mais avec une volonté d'acier. Leur fils courait avec des pierres, apprenant la précision. Ptah réparait, lance, panier, canot. « Un outil, c'est la vie », répétait-il. Tia dirigeait les femmes, cousait, cuisait, soignait avec des herbes. Ses cicatrices étaient des médailles. Sekhmet et Isir gardaient entre les pistes. Sekhmet lançait les couteaux comme l'éclair. Isir forgea les premières pointes de bronze. Néferu dirigeait les bédouins. Reconnaissance, eau, sel. Je dessinais des plans, un canal circulaire, des murs d'argile, une tour, des greniers, un temple. La première semaine fut un enfer. Le sable entrait partout, l'eau s'épuisait, les mains saignaient. Mais nous tenions bon. Le soir, près du feu, Bakken dit « Tu n'es pas un pharaon, Émonor, mais il y a du feu en toi. » Néferu ajouta « Le feu du désert. Il brûle, mais il réchauffe. » Mérite, ma sœur, vint plus tard. Une caravane apporta des rumeurs à son sujet. Elle était vivante, tissant dans le quartier. Mais je savais, Setnek ne pardonnerait pas. Un mois plus tard, la récolte. Date, grain des premiers semis, eau dans les canaux. Un festin au futur temple. Galettes, miel, bière, flûte. Cléopatra Necht, une prêtresse que Néferu avait amenée des ruines, accomplit le képet, le rituel de renaissance. Lait, encens, hymne à Isis. Les gens dansaient, les enfants riaient, mais il y avait des fissures au festin. Rahotep, un ancien garde, buvait et marmonnait. Le pharaon est un dieu, nous sommes des rebelles. Il était soutenu par Isir, à ne pas confondre avec le forgeron. Les caravanes nous évitent. Néferu murmura, ils ont peur, et ils sont en colère. Je convoquai un conseil. Nous avons besoin de légitimité, un temple, du commerce. Cléopatra hocha la tête. La première caravane de Dakhla, Mentuhotep, un marchand gras avec des bracelets d'or. « Maître » cria-t-il. « Émonor » il examina les murs. Le fugitif du pharaon, seigneur d'Amon-Oa. Nous échangeâmes, date contre sel, bronze. Le prêtre Ptahhotep bénit le temple. Mais averti, le pharaon sait. Payer tribut, je refusai. Rahotep mit le feu au grenier. Nous l'attrapâmes avec ses hommes de main. Bakken lui brisa le bras. Néferu posa un poignard contre sa gorge. Procès au temple. Cléopatra lut la Mahat. Le chaos est l'ennemi d'Isis. Ils furent bannis dans le désert sans eau. Mais Rahotep cria. Setnek reviendra. Il revint. Setnek arriva avec 100 gardes. Des chars, des archers. Ouvrez les portes, rugit-il. Moi depuis la tour, rends-moi ma sœur. La foule rit, assaut. L'huile bouillit, les pierres volèrent. Les bédouins de Néferu coupèrent les flancs. Les chars s'enlisèrent dans le sable. Cléopatra chanta des malédictions de Seth. Le sable se leva en tempête. Setnek tomba aux portes, sa tête sur le mur. Le pharaon envoya un ultimatum. Nous devîmes 500. Amon-Oa était une légende, mais la guerre grandissait. Après la mort de Setnek, le désert changea. Pas physiquement, les mêmes dunes, la même chaleur impitoyable, le même ciel bleu sans un seul nuage. Mais quelque chose dans l'air devint différent. Plus lourd, comme avant une tempête, quand le vent n'est pas encore venu, mais qu'on le sent déjà au-delà de l'horizon. Je me tenais sur la tour chaque matin et regardais les pistes, celles par lesquelles venaient les marchands, les réfugiés et les ennemis.
Maintenant, elles apportaient de plus en plus de nouvelles, et chacune était comme une pierre dans l'eau, une petite éclaboussure, puis des cercles qui ne s'arrêtaient pas. La nouvelle de la mort de Setnecht se répandit dans le désert plus vite que le vent. Certains entendirent « Un fugitif de la fosse a tué le vizir du pharaon ». D'autres « Un nouveau seigneur s'est levé dans l'oasis ». D'autres encore, venus de tribus nomades lointaines. À Manoa, il y a de l'eau, de la nourriture et une protection. Et les trois versions travaillaient pour nous, car les gens vivant dans le désert ne comprennent qu'une seule langue, la langue de la force et de l'eau. Et nous avions les deux. Nous devîmes 500. Cela sonnait beau, mais 500 bouches sont 500 raisons de paniquer, de se diviser et d'avoir faim. Je le compris dès le premier matin après la bataille, lorsque Tia vint à moi avec un rapport sur les réserves. Elle posa sur la table une tablette d'argile avec des chiffres et dit brièvement « Du grain pour 3 semaines, de l'huile pour 10 jours. Il y a assez d'eau dans les canaux, mais si plus de gens viennent, il faut un 4e puits. » Je regardai les chiffres et sentis la joie de la victoire céder la place au poids de la responsabilité. « Le 3e puits est-il prêt ?» demandai-je. « Bakken finira demain. Nous commencerons le 4e après-demain. Il n'y a pas de gens. Tout le monde est fatigué après le combat. Les gens sont fatigués du combat, approuvai-je. Mais ils seront encore plus fatigués de la fin. Bakken comprend. Tia hocha la tête sans mots inutiles et partit. C'est ce que j'aimais chez elle. Elle ne demandait pas 2 fois. Un ordre est le début, pas la fin d'une conversation. Bakken, lorsque je le trouvai au 3e puits, ressemblait à un homme que le désert avait mâché pendant 3 jours d'affilée. Le visage gris de poussière, les mains couvertes de cale, les yeux rouges. Mais il creusait. Le 4e, dis-je. Il planta la pelle dans le sable. Quand ? Après-demain. Il resta silencieux un moment. Puis, donne-moi Ptah et 4 nouveaux venus. Bien. Et de l'eau. De l'eau normale. Pas cette saleté de marais que nous buvons depuis le matin. Je souris. Tu l'auras. Il reprit la pelle et marmonna dans sa barbe quelque chose à propos de Dieu qui avait clairement inventé le désert un mauvais jour. Avec les nouvelles de la victoire vinrent de nouvelles personnes. D'abord 3 paysans fugitifs de Dakhla. Une famille, le père Horemheb, sa femme Nefertari et leur fils adolescent encore. Maigres, avec des visages brûlés par le soleil. Horemheb dit « Le collecteur d'impôts nous a chassés de nos terres. Il dit que nous avons sous-payé, mais nous avons payé. Tout jusqu'au dernier grain. » Nefertari ajouta doucement « Notre maison a été brûlée. » Je ne demandais pas davantage. Je leur montrai un endroit près du mur où ils pouvaient construire une hutte. Ensuite vinrent 2 forgerons de Memphis, Écou et Raméri. Ils avaient entendu parler d'Isir, notre forgeron, et voulaient travailler. Leurs mains parlaient d'elles-mêmes. Cale, brûlure, mouvements précis. De tels gens n'ont pas besoin d'être mis à l'épreuve. Et puis l'invité le plus inattendu. Amenhotep, fils de Hapou, un vieil homme d'environ 60 ans, vêtu d'un lin usé mais autrefois coûteux. Cheveux gris, bâton d'ébène, le signe de Thoth autour du cou. Un prêtre, ou un ancien prêtre. Il vint seul, sans chameau, avec un petit sac et de grands yeux qui avaient trop vu. « Es-tu Aymon-Or » demanda-t-il. « Oui. J'ai entendu dire que tu construis vraiment. » J'essaie. Il resta silencieux, regardant les murs, les canaux, la tour. J'ai besoin d'un endroit. Je n'ai rien pour payer. Mais je sais écrire, compter, lire les étoiles et connaître les lois. Quand le pharaon viendra te juger la prochaine fois, tu auras besoin d'un homme qui sait parler avec les dieux. Néphérou, qui se tenait à proximité, me murmura « Le vieil homme est intelligent. Mais d'où vient-il » « De Karnak, répondit-il sans se retourner. On m'a chassé pour avoir lu les présages trop honnêtement. Cléopatra, apparaissant depuis le temple, le regarda. « Amenhotep de Karnak, j'ai entendu parler de vous. J'espère de bonnes choses, des choses différentes. » Ils se regardèrent une seconde, et il y avait toute une histoire dans ce regard. Je l'accueillis, parce qu'un homme chassé pour honnêteté vaut plus que 100 flatteurs. Construction. Les 3 semaines suivantes furent les plus dures et les plus vivantes. Le 4e puits donna de l'eau le 9e jour. Bakken s'assit sur son bord, regarda en bas et resta silencieux pendant 3 minutes. Puis il se leva, me saisit par l'épaule et dit «
C'est notre eau, pas celle du pharaon, la nôtre. Cela était plus important que n'importe quelle victoire. Ptah commença de nouvelles huttes, argile, poutres de palmier, toits de paille. Rapide et solide. Écou et Raméri installèrent une véritable forge, avec soufflet et enclume. La première pointe de lance en bronze qu'Isir m'apporta était chaude du feu. Amenhotep prit les registres en main. Il passait des journées entières avec du papyrus et un calame, compilant un registre. Personnes, réserves, dettes, bâtiments. Sa calligraphie était impeccable et les chiffres précis. « Tu es doué pour cela », dis-je un jour. « J'ai compté les offrandes aux dieux pendant 30 ans. Passer aux dates n'est pas difficile, répondit-il. Tia organisa les femmes. Néfertari cuisait, Myriam tissait. Sekhmet entraînait les jeunes à lancer des couteaux. Les enfants couraient entre les huttes et portaient des pierres non comme des esclaves, mais comme des participants à la construction qui comprenaient « Chaque pierre rend le mur plus haut ». Mérite, ma sœur, arriva 3 semaines plus tard. Non, elle ne vint pas simplement. Mentuhotep l'amena. Lorsque ses chameaux apparurent aux portes, je descendis du mur pour le rencontrer. Le marchand sauta de sa selle, écarta les bras et rugit « Aymon, or, j'ai du sel pour toi, du bronze, 3 sacs d'encens et autre chose. » Une femme sortit de derrière son chameau, maigre, en simple lin, avec un bleu sous l'œil gauche et les doigts piqués par une aiguille. Elle me vit et se figea. Je me figeai aussi. Mérite. Elle courut. Nous nous étreignîmes si fort que je sentis. C'était pour cela que tout cela avait été fait. Pas pour le pouvoir, pas pour la vengeance, pour cela. Pour que ceux que tu aimes soient en sécurité. Elle murmura. Je pensais que tu étais mort. Ils ont dit que tu avais été exécuté. Non, dis-je, seulement chassé. Elle se recula et regarda les murs, les canaux, la tour, les gens. Tout ce que nous avions construit. Tu as fait cela, à partir du désert? Nous l'avons fait. Nous tous. Elle essuya ses yeux. Setnecht me cherchait. Mentuhotep m'a caché dans le convoi. Je regardais le marchand. Il haussa les épaules. Tu paies bien en date. C'est un investissement. Avide et juste. Le meilleur type d'allié. Conseil près du feu. Cette nuit-là, nous nous rassemblâmes près du grand feu devant le temple. Ce n'était plus un camp au hasard. C'était une capitale. Petite, faite d'argile et de palmiers, mais réelle. Je regardais les visages. Baken avec Myriam, Ptah, Tia, Néferu, Cléopatra, Amenhotep, Ékou, Sekhmet, encore, le jeune fils de Horemheb, qui regardait le feu comme l'avenir. Nous avons besoin d'un système, dis-je. Amenhotep hocha la tête. Des lois. Des lois. Et autre chose. Nous devons que les gens sachent. Il y a des règles ici. Juste. Cléopatra ajouta. Maat, équilibre. Oui. 3 lois d'Amon-Oa. Je parlais. Amenhotep écrivit. La première loi. De l'eau pour tous. Sans exception. Riches, pauvres, réfugiés, guerriers. Chacun a droit à l'eau. Parce que le désert tue par la soif, non par l'épée. La deuxième loi, le travail selon la compétence. Chacun fait ce en quoi il est fort. Pas humiliation et pas privilège. Un forgeron forge, un boulanger cuit, un guerrier garde. Il n'y a pas de paresseux, seulement ceux qui n'ont pas encore trouvé leur place. La troisième loi, jugement par la Maat. Tout différent est décidé par le conseil des anciens devant le temple. Pas les points, pas l'argent, les témoins et la vérité. Néferu dit, de belles paroles, mais elles ne fonctionnent que si elles sont appliquées. Nous les appliquerons, répondit Baken. Comment? Si tu les enfreins toi-même, tu auras affaire à moi toi-même. Il leva le poing. Des rires près du feu, mais pas des rires légers, ceux qui naissent de la compréhension. Quelqu'un est prêt à défendre les paroles. Le lendemain, le premier procès. Horemheb accusa un jeune nomade, Sif, d'avoir volé du grain. Sif le nia. Un témoin, mais incertain. Je m'assis sur le siège de pierre que Ptah avait fait en 2 jours. À côté de moi, Amenhotep avec du papyrus, Cléopatra avec une amulette. J'écoutais les deux. Sif, si tu as volé, avoue-le. La punition est 1 semaine sans ration. Sinon, dis-le. Il resta silencieux. Puis, je l'ai pris, mais j'avais faim depuis 3 jours. Horemheb explosa. Alors voler est autorisé? Non, dis-je.
Mais toi, tu es rassasié et lui mourait de faim. Pourquoi n'a-t-il pas reçu de ration? Silence. Il s'avéra que lors de la distribution des rations, on donnait moins aux nomades. Une vieille habitude. Un étranger reçoit moins. C'est une violation de la première loi, dis-je. Sif est coupable de vol. 3 jours sans ration. Mais la personne responsable des rations est coupable de discrimination. Une semaine de travail au puits. Tous deux punis, tous deux équitablement. Après le procès, Amenhotep dit « Tu penses comme un scribe. Tu vois le système, pas la personne. Parfois c'est bon, parfois non. Un chef doit parfois voir aussi la personne. Le vieil homme avait raison, je m'en souviens. La 5e semaine, un homme étrange vint à nous. La nuit, sans chameau, sans eau, dans un manteau sombre avec une capuche. Les gardes le saisirent au mur. Il ne résista pas. Quand ils retirèrent la capuche, un jeune visage, effrayé, avec la marque d'un scribe au poignet. « Mon nom est Or-Sa, dit-il. Je viens du palais du pharaon. » Les gardes se tendirent. « Attendez, les arrêtai-je. Parle. J'ai entendu parler de toi. Tu es Amon-Hor, le scribe que Setnecht a piégé. » « Oui, je sais qui a volé les 300 talents. » Silence. Néphérou à côté posa la main sur son poignard. « Parle. » Or-Sa avala sa salive. Setnecht en a pris 200. Les 100 restants, le grand prêtre d'Amon. Ptam. Ils savaient tous les deux? Tous les deux. Le pharaon ne savait rien. Amenhotep, debout derrière mon dos, dit à peine audiblement « Cela change tout. » Je regardais Or-Sa. « Pourquoi es-tu venu à moi? » Parce que Ptam veut maintenant me faire disparaître. J'ai vu le rouleau. Je suis un témoin. Que veux-tu? Protection et justice. Je restai silencieux 1 minute. Puis, tu restes. Nous te protégerons. Mais tout ce que tu sais, tu le diras au conseil. Il hocha la tête. Néphérou me prit à part. Est-ce un piège? Possible. Et tu l'as accepté? Oui. Pourquoi? Parce que s'il dit la vérité, nous avons une arme plus forte que n'importe quel mur. Un rouleau. Elle resta silencieuse. Astucieux, mais dangereux. Le désert est dangereux. Nous restâmes. Mentuhotep revint 1 semaine plus tard avec des nouvelles. Il s'assit à notre table, mangea des dattes, but de la bière et parla avec un air tel qu'il semblait nous faire une faveur. Le pharaon est mécontent. La mort de Setnecht n'est pas seulement la perte d'un vizir, c'est un coup porté à l'autorité. Maintenant, les nomarques du Sud voient, l'oasis tient. 2 d'entre eux ont déjà demandé par intermédiaire s'ils pouvaient commercer directement avec Amon-Ra. « Et qu'as-tu répondu ?» demandai-je. « Que je te poserai une question, et prendre 5% sur chaque affaire. 3, 4, 3,5. » Il rit. « D'accord. » Puis sérieusement, « Mais le pharaon prépare une nouvelle campagne. Pas avec un vizir, avec un général. Worem-Heb-Ha. Un vrai guerrier, pas un politicien. Il ne négociera pas aux portes. C'était une information importante. Je la transmis au conseil. Amenhotep lut les étoiles cette nuit-là pendant longtemps, avec papyrus et plumes. À l'aube, il dit « Mars se lève. La guerre arrive. » Mais Isis se tient plus haut. Cléopâtra ajouta « Nous avons besoin d'un rituel, un grand, pour que les gens voient « Les dieux sont avec nous. » J'approuvai. Nous organisâmes un grand képé, une fête de renaissance au temple d'Isis. Toute la colonie, 500 personnes. Cléopâtra et Amenhotep conduisirent le rituel ensemble. Le premier taureau sacrificiel, acheté à Mentuhotep, encens, lait, eau du Nil, qu'un des commerçants avait spécialement apporté. Le feu brûlait si haut qu'on pouvait le voir au-delà des dunes. Les gens chantaient des hymnes à Isis, ceux qui connaissaient les paroles, ceux qui fredonnaient simplement en rythme. Les enfants dansaient. Baken embrassait Myriam. Ptah jouait d'une flûte qu'il avait sculptée lui-même. Sekhmet et Isir se tenaient côte à côte, et entre eux, il y avait ce silence qui parle plus fort que les mots. Mérite était assise à côté de moi. « Es-tu heureux ?» demanda-t-elle. Je regardais les gens, le feu, les murs. Non. Mais je vis, pleinement. Elle prit ma main. Mère serait fière. Je ne m'y étais pas attendu. Je serrai les dents pour ne pas montrer mes larmes. Puis Amenhotep se tint devant le feu et parla. Sa voix était vieille, mais il y avait de la force dedans. Nous ne sommes pas des dieux, nous sommes des gens. Mais des gens qui tiennent ensemble sont plus forts que n'importe quel dieu seul. Isis nous voit. Anubis nous attend.
Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous vivons et construisons. La foule rugit. Je me levai et dis ce que je n'avais pas prévu. Aemon-Oa n'est pas une oasis. C'est un royaume. Notre royaume. Et aucun pharaon ne prendra l'eau que nous avons trouvée, les murs que nous avons élevés et les gens que nous avons sauvés. Silence. Puis Bakken rugit le premier. Aemon-Or. Et 500 voix le reprirent. Ce n'était pas un titre. Pas encore. Mais dans ce cri, il y avait un serment. Celui-là même qui n'a pas besoin d'être écrit sur du papyrus. Cette nuit-là, lorsque tout le monde se fut dispersé, Néférou s'approcha de moi. « Tu as bien parlé. Pas trop grandiloquemment ?» Elle haussa les épaules. « La grandiloquence, c'est quand il y a du vide à l'intérieur. Tu n'es pas vide. Ils entendent la différence. » Puis elle partit dans la nuit, comme toujours sans adieu. Je restai près du feu mourant. Demain, le nouveau général du pharaon viendrait. Demain, la vraie guerre commencerait. Demain, nous aurions besoin de penser à la défense, aux réserves, aux alliés, à la diplomatie. Mais aujourd'hui, 500 personnes avaient prononcé mon nom. Et l'oasis vivait. Le matin arriva avec l'odeur de la poussière et de l'anxiété. Je m'éveillais avant l'aube, comme toujours. C'était devenu une habitude depuis les premiers jours dans l'oasis. Le désert vit selon sa propre horloge, et celui qui veut le comprendre doit se réveiller avant le soleil. Dans le silence d'avant l'aube, on entend tout. Comment le sable bruisse près du mur, comment l'eau clapote dans le canal, comment un chameau tousse au fond de l'écurie. Chaque son est une information. Aujourd'hui, le silence était différent, trop calme. Je montais à la tour, enveloppé dans un manteau de laine. Le ciel commençait seulement à s'éclaircir à l'est, une fine bande orange au-dessus des dunes, comme un coup de pinceau. Néférou se tenait déjà en haut, regardant vers la piste du nord. « De la poussière », dit-elle sans se retourner. Je regardais là où son regard pointait. À l'horizon, encore loin, mais déjà discernable, pendait un nuage de poussière. Pas du vent, de milliers de pieds, de sabots et de roues. « Gros ?»« Très », répondit-elle. « Chars, infanterie, un convoi, je dirais environ 1000, peut-être plus. » Je restai silencieux 1 minute. 1000 guerriers contre nos 500, dont au plus 150 étaient de vrais combattants. Les autres étaient des paysans, des artisans, des femmes, des enfants. De bonnes personnes, loyales, travailleuses. Mais pas une armée. « Arriveront-ils à midi ?» demandai-je. « En milieu de matinée s'ils marchent sans halte. Alors nous avons 3 heures. » Je descendis de la tour et réveillai tout le conseil. Ils se rassemblèrent dans la longue maison. Bakken avec des yeux ensommeillés mais déjà avec un marteau à sa ceinture. Ptah en tunique de travail. Tia avec une coupe de décoction d'herbe. Cléopatra en lin rituel. Amenhotep avec papyrus et calame déjà prêts. Mérite, Sekhmet, Horsa. Néférou apporta des bottes poussiéreuses. Elle avait déjà réussi à sortir à pied pour faire une reconnaissance. « C'est Horemheb-Ha » dit-elle, posant les bottes au sol et s'asseyant. « Les miens ont vu la bannière. Un faucon dans un cercle d'or. La sienne personnelle. » Amenhotep abaissa son calame. « Horemheb-Ha, je connais ce nom. »« Qui est-ce » demanda Bakken. « Un nomarque militaire des terres du sud-ouest. Pas seulement un guerrier, un administrateur de guerre. Il ne prend pas les villes d'assaut. Il les étrangle. Coupe les réserves, occupe les pistes, attend jusqu'à ce que l'ennemi s'effondre de lui-même. » Silence. C'était pire qu'un assaut direct. Nous avions déjà repoussé un assaut direct. Mais l'étranglement est une mort lente dont il n'y a pas d'échappatoire. « Combien d'eau avons-nous » demandai-je à Tia. « 4 puits. Si nous ne la dépensons pas pour les semailles, environ 2 mois. Mais alors la prochaine récolte sera nulle. Nourriture. Pour 6 semaines. 6 strictes. Alors son plan est un siège, dis-je. Il se tiendra autour de nous et attendra. « Et nous » demanda Sekhmet. Elle était assise droite avec un couteau sur le genou et semblait déjà se mesurer au combat. « Nous n'attendrons pas, répondis-je. Tous me regardèrent. « Explique, dit Amenhotep. Je pris un morceau de charbon sur le sol et commençai à dessiner sur une pierre plate. L'oasis, un point. Les pistes autour, des lignes. Les positions de l'armée, des cercles. Il prendra 3 pistes. Celle du nord, de l'ouest et du sud. À l'est, rochers et sable mouvant, les chars ne passeront pas là. C'est son point faible. Nos bédouins connaissent cette piste. Néférou hocha la tête. Je peux guider des gens.
Alors nous ne sommes pas en siège. Nous sommes dans un encerclement partiel d'où il y a une issue. Cela change tout. Par l'est, nous pouvons recevoir des réserves, si Mentuhotep ne prend pas peur. Mentuhotep ne prendra pas peur si on le paye assez, renifla Bakken. Alors il nous faut de l'argent, et vite. D'où? Demanda Tia. Je regardais Horsa, qui était assis dans le coin en silence tout ce temps. Horsa, il leva la tête. Tu as parlé d'un rouleau, avec la preuve de qui a vraiment volé le trésor du pharaon. Oui, où est-il maintenant? Avec moi. Une copie. L'original est dans le temple de Karnak, derrière le 3e autel. Je l'ai caché moi-même avant de fuir. Amenhotep s'anima. Le temple de Karnak. Les prêtres de Ptham sont là. Oui, mais il y a aussi des prêtres là-bas qui détestent Ptham. J'en connais un personnellement, le prêtre Minme. Un homme honnête, vieux, avec de l'arthrite et une intégrité impossible. Donnera-t-il le rouleau? Si on le lui demande correctement. Et s'il est vivant? Je me levai. Voici le plan. Néferu conduit Horsa par la piste de l'Est jusqu'à Mentuhotep. Mentuhotep organise le transfert d'un homme à Karnak. Minmes remet une copie du rouleau. Nous recevons les preuves et les envoyons directement au pharaon. Directement au pharaon? Redemanda Mérite, en contournant Pthams et tout vizir. Comment? Par un messager en qui le pharaon a plus confiance qu'en ses courtisans. Qui est-ce? Amenhotep sourit lentement. L'épouse du pharaon, Tia-Néfer. Elle est d'une lignée du sud, et elle est depuis longtemps mécontente de l'influence des prêtres de Karnak à la cour. Tout le monde regarda le vieil homme. « Comment le sais-tu » demanda Cléopatra. « Parce qu'il y a 20 ans, j'étais son professeur, » répondit-il calmement. « Et elle m'a écrit encore il y a 1 an, par l'intermédiaire d'un messager sûr. » Bakken se frotta le visage. « Vieil homme, tu aurais pu le dire plus tôt. Vous n'avez pas demandé. » Je regardai Amenhotep et compris. Il n'était pas venu à nous par hasard. Il savait ce qu'il faisait lorsqu'il s'était présenté comme juste un prêtre exilé. Bien, dis-je. Alors nous écrivons une lettre à Tia-Néfer. Te souviens-tu comment t'adresser à elle? Je me souviens de tout ce que j'ai écrit pour elle et de tout ce qu'elle m'a écrit. Alors commence. Tout de suite. Pendant qu'Amenhotep écrivait, je m'occupais de la 2e partie du plan. 3 heures, ce n'est pas beaucoup, mais c'est assez si l'on sait quoi faire. Je divisai les gens en groupes. Bakken prit les bâtisseurs et renforça les portes, verrous supplémentaires, supports, couches de bois goudronnées à l'extérieur. Ptah plaça des jarres d'huile sur les murs, lourdes, avec de longues poignées, prêtes à être renversées. Écou et Raméri distribuèrent sur les armes, lances, couteaux, arcs. Sekhmet aligna les archers en 3 rangées sur les tours. Tia organisa les réserves. Le grain fut déplacé vers l'entrepôt central, l'eau vers les bassins de réserve, les herbes et les bandages de lin pour les blessures vers la hutte près du temple. Cléopatra accomplit un rituel rapide aux portes, aspergea les seuils avec de l'eau du Nil, alluma de l'encens, murmura des paroles de protection. Ce n'était pas de la magie au sens littéral, mais les gens virent une prêtresse prononcer les paroles de la déesse et leurs épaules se redressèrent. La peur ne disparut pas, mais elle se mêla à autre chose, l'obstination. Mérite me demanda 1 minute avant que je ne monte sur le mur. « Tu ne vas pas t'allonger » demanda-t-elle. « Au moins 1 heure ?»« Non, tu n'as pas dormi de toute la nuit. Je dormirai cette nuit, si tu survis. » Mérite. « Quoi? Arrête de dire « si ». Elle serra ma main. Pas doucement, fermement, comme une personne qui a peur mais ne le montre pas. « Va, dit-elle. » J'y allais. Horemheb-Ha apparut devant nos murs au moment où le soleil s'était levé assez haut pour briller droit dans les yeux de ceux qui se tenaient au nord. C'était une armée, une vraie armée du pharaon, pas le détachement rassemblé à la hâte de Setnecht, mais une force régulière avec des chars, des archers en armure de cuir, de l'infanterie avec de grands boucliers rectangulaires et des porte-étendards. Le général lui-même chevauchait devant. Horemheb-Ha n'était pas du tout tel que je l'avais imaginé. Je m'étais attendu à un chef de guerre bruyant, avec des cuirasses d'or et des cris. À la place, je vis un homme calme d'environ 50 ans, sur un cheval noir, en simple armure de cuir sans décoration. Chauve, brûlé par le soleil presque noir, avec un visage sur lequel il n'y avait ni rage ni sourire. Seulement une évaluation froide. Il regardait nos murs comme un bâtisseur regarde la maçonnerie de quelqu'un d'autre, professionnellement, cherchant les faiblesses. Il s'arrêta à portée de flèche et resta silencieux longtemps.
Puis il dit, sans crier, mais dit exactement, calmement, comme s'il s'adressait à une seule personne, « Aemon-Or, j'ai entendu parler de toi. Je me tenais sur le mur. Orem-Heb-Ha, moi aussi. Alors tu comprends ce qui va arriver. Tu vas installer ton camp sur 3 pistes et attendre que nous mourions de faim. » Il hocha légèrement la tête. « Ou jusqu'à ce que vous ouvriez vous-même les portes. Une 3e option ne t'est-elle pas venue à l'esprit? Laquelle? Que nous ne mourrons pas et ne les ouvrirons pas. » Il me regarda longtemps. « Tu as bien combattu contre Setnecht, mais Setnecht était un politicien. Moi, je ne le suis pas. Je le vois. Alors réfléchis vite. Tu as jusqu'au coucher du soleil. » Il tourna son cheval et retourna vers ses hommes. L'armée commença à installer le camp. Néferu se tenait à côté de moi. « Intelligent, dit-elle doucement. Oui, il ne donnera pas l'assaut tout de suite. Non, il exercera une pression. Alors nous devons agir avant qu'il ne resserre l'anneau. » Exactement. Le raid nocturne de Sekhmet proposa le plan avant le coucher du soleil. Elle vint directement à moi, sans préambule. Leur convoi se tient près des dunes du nord. Sans garde, seulement 3 sentinelles et 2 esclaves. Je l'ai vu moi-même, par le rocher. Comment le sais-tu? Je suis sorti. Par la piste de l'Est, j'ai contourné par-dessus les pierres. Je la regardais, c'était un risque. Le risque était nécessaire. Leur convoi, c'est de la nourriture, de l'huile, des flèches, des cordes. Si nous brûlons le convoi, ils perdront des réserves pour 1 semaine. Ce n'est pas la victoire, mais c'est du temps. Bakken dit immédiatement « J'y vais ». « Non », l'arrêta Sekhmet. « Tu es trop grand. On t'entend à une verste. » Bakken fut offensé. « Je suis silencieux, comme un chameau dans une forge. » Ptah rit. Bakken se tut parce que discuter avec la vérité est inutile. Sekhmet prit 4 personnes, 2 jeunes bédouins de Néferu, le forgeron Izir et l'adolescent Ankor, qui s'était porté volontaire lui-même et savait marcher sur les pierres silencieusement comme un chat. Je leur donnais de l'huile dans des outres de cuir et 3 pierres à feu. Brûlez le convoi, mais ne touchez pas aux gens, sauf si nécessaire, dis-je. C'est la guerre, répondit Sekhmet. Ouais, mais plus tard, je devrais négocier avec le pharaon. Moins de sang signifie un accord plus simple. Elle me regarda avec une expression difficile à décrire. Quelque chose entre le respect et le désaccord. Bien, dit-elle. Nous essaierons. Ils partirent dans la nuit par la piste de l'Est. Je ne dormis pas. Je m'assis près du mur et écoutai. Amenhotep était assis à côté de moi avec la lettre à Tiya-Néfer, qu'il venait d'achever. Il la relisait doucement, en bougeant les lèvres. « Est-elle bien écrite ?» demandai-je. « Elle est écrite parfaitement, » répondit-il sans modestie inutile. « Je sais ce qu'elle aime entendre, mais pas la flatterie. Elle déteste la flatterie. La vérité présentée avec dignité. Qu'as-tu écrit? Que son mari, le grand pharaon, a été trompé par ceux en qui il avait confiance. Que les vrais voleurs sont Setnecht et Ptaham. Que l'homme qui a été condamné par contumace pour leurs crimes a construit un royaume dans le désert. Un royaume qui détient de l'eau, nourrit des réfugiés et honore la mare. Et que si le pharaon rappelle l'armée et accorde un procès, cet homme apportera des preuves et se tiendra devant le trône. Je restai silencieux. Tu as écrit que je me tiendrai devant le trône? Oui, c'est une promesse audacieuse. Les grandes promesses font les grands hommes, ou les détruisent. Nous verrons. À cet instant, au nord, cela s'embrasa. Un feu orange jaillit au-dessus des dunes, bref, brillant, comme un cri dans la nuit. Puis un autre, et un autre. Le camp de l'armée explosa en cris. Je me levai et regardai le feu. Sekhmet avait fait son travail. L'aube après le feu, Sekhmet revint avant l'aube, poussiéreuse, avec une brûlure à la main gauche, satisfaite. 3 chariots avec de l'huile, 2 avec du grain, 1 avec des cordes et des flèches, rapporta-t-elle. Tout. Les gens, 2 gardes ont couru immédiatement. Le 3e a essayé de nous arrêter. Izir l'a couché d'un coup à la tête. Vivant, juste endormi. Les esclaves? Elle resta silencieuse une seconde. Nous les avons pris avec nous. 4. Ils l'ont demandé eux-mêmes. J'acquiesçai. Bien. 4 nouvelles personnes à Emonoa. Je ne fus même pas surpris. Notre oasis attirait les gens aussi naturellement qu'elle attire l'eau dans le désert. Bakken examina la brûlure de Sekhmet, maudissant les dieux et le feu. Tiya apporta de longs gants d'aloès et des huiles de lin. Sekhmet grimaça, mais ne se plaignit pas.
Encore, le jeune fils de Horemheb était assis dans le coin avec les yeux grands ouverts. C'était son premier raid. Son père le regardait avec une expression où la fierté et l'horreur étaient de mêlées. « Est-ce que ça va ?» demandai-je au garçon. « Oui, dit-il, seulement mes mains tremblent. »« C'est normal. Si elles ne tremblent pas, cela veut dire que tu ne comprends pas ce que tu fais. » Il hocha la tête et serra les poings, essayant de se calmer. En milieu de matinée, Horemheb-Ha envoya un messager. Un jeune officier, clairement nerveux, s'arrêta devant les portes et cria « Le général propose des négociations, sans armes, une personne de chaque côté. » Je me tournai vers le conseil. Néphérou secoua la tête. Bakken croisa les bras. Cléopatra resta silencieuse. Amenhotep dit « Vas-y, c'est peut-être un piège. » Horemheb-Ha n'est pas de ceux qui piègent par des négociations. Ce n'est pas son style. Il a perdu le convoi et veut comprendre à qui il a affaire. « Es-tu sûr ?»« Non, mais c'est la seule chance de gagner du temps pour Horsa et la lettre. » Je sortis. Nous nous rencontrâmes entre le mur et son camp. Juste deux hommes sur le sable, sous le soleil du matin. Horemheb-Ha était sans garde. Moi aussi, seulement un poignard à la ceinture, plus une habitude qu'une menace. Il me regarda longtemps avant de parler. « Tu as brûlé mon convoi. Mes gens l'ont brûlé. Oui, intelligent. Forcé. L'un n'exclut pas l'autre, dit-il. J'ai combattu pendant 20 ans. J'ai tout vu. Tu n'as pas l'air d'un rebelle. À quoi ai-je l'air? D'un administrateur. Un qui sait faire la guerre. Est-ce un compliment? C'est une observation. Tu as bâti un système ici en 1 an. Eau, mur, loi, tribunal. Des bandits au hasard ne font pas cela. Non, approuvai-je. Cela est fait par des gens qui n'ont nulle part ailleurs où aller. Il resta silencieux. Le pharaon veut ta tête. Le pharaon veut restaurer sa réputation. C'est différent. Le général plissa légèrement les yeux. La différence? Si tu me tues, le désert obtiendra un martyr. C'est pire pour le pharaon qu'un fugitif vivant. Chaque réfugié, chaque paysan qu'un collecteur d'impôts a dépouillé se souviendra du nom d'Amon-Or comme d'un symbole. Les morts ne peuvent pas être réduits au silence. Une longue pause. Le vent souleva de la poussière entre nous. « Tu proposes un accord, dit-il. Je propose une possibilité. Si le pharaon a la preuve que le vrai voleur est son propre vizir et grand prêtre, il n'a pas besoin de mon cadavre. Il a besoin d'un procès et de la restauration de la Maat. Des mots. Bientôt, il y aura des rouleaux. » Horemheb-Ha me regarda avec l'expression d'un homme expérimenté qui avait l'habitude de ne pas faire confiance, mais savait écouter. « Combien de temps te faut-il » ? 2 semaines, il soupira. « Je te donnerai 5 jours. Ensuite, un ordre est un ordre. 5, c'est peu. 7. Je ne peux pas faire plus. J'ai moi aussi un supérieur. » Pour la première fois dans notre conversation, je faillis sourire. 7 jours, acceptai-je. Nous nous séparâmes. Je retournai derrière le mur et appelai immédiatement Néphérou. 7 jours. Horsa doit être chez Mentuhotep demain soir. Elle était déjà dans ses bottes. Nous partons dans 1 heure. Lorsque le soleil se couchait, je me tenais sur la tour et regardais le camp de l'armée. 1000 hommes, des feux, des tentes, l'odeur de viande bouillie, Horemheb-Ha quelque part là-bas, lisant des rapports ou regardant les étoiles. Amenhotep monta à côté de moi. 7 jours, dit-il. C'est très peu. Mentuhotep est rapide quand il est payé. Et Minmay, à Karnak. Il est vieux, mais intègre. Tu l'as dit toi-même. Amenhotep hocha la tête. Je lui ai écrit aussi, en même temps que la lettre pour Tianefer. 2 rouleaux, 2 destinataires. C'était juste. C'était évident. Nous restâmes en silence. En bas, Bakken vérifiait les portes. Tia distribuait le souper. Mérite portait de l'eau au temple. Sekhmet entraînait de jeunes archers près du mur. Même avec la brûlure à sa main, elle ne s'arrêtait pas. « Penses-tu que le pharaon nous pardonnera » demandai-je. Amenhotep resta silencieux longtemps. « Le pharaon te pardonnera si c'est profitable pour la Maat et pour son image. Il écartera les coupables, rétablira la justice et te laissera exister. Mais pas comme un égal. Comme quelqu'un d'utile, c'est suffisant. Suffisant pour l'instant. Ensuite, nous verrons. » Je regardais l'oasis, les palmiers, les canaux, les murs, les lumières des huttes, les gens vaquant à leurs affaires, cuisinant, priant, riant, se disputant, construisant. C'était ma ville. Pas celle du pharaon,
la mienne, et je ne la livrerai pas pour 7 jours, 7 ans ou 7 vies. Mérite appela d'en bas. Aemon-Or, le souper! Amenhotep esquissa un sourire. Va, les souverains mangent aussi. Je descendis. Néphérou partit avec Horsa avant l'aube. Je les vis depuis le mur, 2 silhouettes se dissolvant dans l'air gris d'avant l'aube. Néphérou marchait devant, avec assurance, comme si le désert était sa maison et non une prison. Horsa se hâtait derrière elle, tenant son manteau d'une main et pressant contre sa poitrine un tube de cuir contenant les lettres de l'autre. Le tube était enveloppé dans un tissu humide afin que le papyrus ne sèche pas dans la chaleur. Je regardais jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière la première dune. Puis je descendis et m'occupais de la ville. Parce qu'une ville n'attend pas pendant que son chef s'inquiète. Une ville vit selon son propre rythme, matinal, dense, sentant le pain, le fumier, le bois et l'eau. Les femmes portèrent de l'eau depuis les canaux. Les forgerons Écou et Raméry tenaient déjà avec les marteaux. Ta réparait les cieux brisés d'un des chariots, maudissant le bois qui craque comme un vieux prêtre. Tia distribuait les rations du matin à l'entrepôt méthodiquement, sans paroles inutiles, avec cette précision de fer qui la rendait irremplaçable. Je traversais toute l'oasis à pied. C'était une habitude que j'avais commencée dès les premières semaines, chaque matin à pied à travers toute la colonie. Pas pour la beauté, pas pour que les gens voient le chef, pour l'information. Parce que ce que tu vois toi-même de tes propres yeux vaut 10 fois plus que ce qu'on te rapporte. Aujourd'hui, je vis de la fatigue. Pas de la peur, pas du désespoir, exactement de la fatigue. Les gens travaillaient, mais leurs épaules étaient légèrement abaissées. Les enfants couraient plus silencieusement que d'habitude. Au marché sous l'auvent, on parlait à voix basse. L'armée au-delà des murs pesait non physiquement, mais psychologiquement. Simplement par le fait de son existence là, dehors. Je m'arrêtais au puits où le jeune nomade Sif, le même que j'avais jugé pour avoir volé du grain, tirait de l'eau pour les chameaux. « Quelle est l'humeur dans le quartier ?» demandai-je. Il leva la tête. Il fut un peu surpris que je lui demande précisément à lui. « Les gens ont peur, répondit-il honnêtement. Ils disent même que 7 jours, c'est trop peu, que le pharaon nous effacera de toute façon. Et toi, qu'en penses-tu » Il resta silencieux. Je pense qu'avant, je n'avais rien. Maintenant, il y a de l'eau, de la nourriture et un endroit où on ne me bat pas. Si je dois me battre pour cela, je me battrai. J'acquiesçai. Bien dit. Il rougit légèrement sous son bronzage. J'allais plus loin. Amenhotep était assis près du temple. Devant lui, sur le sol, étaient étalés des papyrus, des plans de fortification, des registres de réserve, des listes de personnes. Il travaillait depuis le matin, comme toujours, avec cette vitesse trompeuse. On dirait que le vieil homme bouge à peine, mais à midi, il a déjà prêt ce qui prendrait une journée à un jeune homme. « Un problème, dit-il sans lever la tête. « Quel genre ? Nous avons un espion. » Je m'arrêtais. « Comment le sais-tu » Il leva enfin la tête et me regarda par-dessus le papyrus. « Parce que la nuit dernière, quelqu'un a allumé un petit feu sur le mur et 3 éclats, puis l'a éteint. C'est un signal. À qui ? Soit à l'armée, soit à quelqu'un derrière l'armée. L'as-tu vu toi-même ? Non. Myriam me l'a dit. Elle ne pouvait pas dormir, elle nourrissait l'enfant. Elle l'a vu depuis la fenêtre de la hutte. Je m'assis à côté de lui sur une pierre. Un espion. À l'intérieur. La première réaction fut la rage, la deuxième, un calcul froid. Nous ne pouvons pas donner l'alarme, dis-je. Je sais. Si l'espion sent que nous savons, il partira ou fera quelque chose d'irréfléchi. Alors nous observons discrètement. Exactement. J'ai déjà demandé à Sekhmet. Elle a accepté. Je regardais le vieil homme. « Tu as tout décidé avant moi ?»« J'ai suggéré des options, » corrigea-t-il doucement. « Tu décides. Alors oui. » Sekhmet observe. Discrètement. Pas d'arrestation jusqu'à ce qu'on sache clairement qui. Amenhotep hocha la tête et retourna au papyrus. Le deuxième jour, l'inattendu se produisit. Les ennemis ne vinrent pas aux portes. Des gens vinrent. Une famille de 5 personnes, mari, femme, 3 enfants. De Dakhla, où le nouveau collecteur d'impôts avait pris le dernier grain. Derrière eux, 2 vieillards d'un camp nomade abandonné, puis un jeune prêtre d'un petit temple sur la piste, que les soldats du général avaient détruit en installant le camp. 11 personnes en tout. L'armée de Horemheb-Ha se tenait sur 3 pistes, mais laissait passer les réfugiés parce que le général était intelligent. Il savait que les réfugiés dévoreraient nos réserves plus vite qu'un siège.
Tia vint à moi avec un visage sur lequel un dilemme était écrit. Les laissons-nous entrer? Oui, nous avons des réserves pour 6 semaines. Chaque nouvelle bouche raccourcit ce temps. Je sais, nous les laissons entrer. Pourquoi? Je la regardais. Parce que si nous commençons à fermer les portes devant les réfugiés, nous deviendrons ce qu'ils fuient. Et parce que chaque nouvelle personne est des mains. Et nous avons besoin de mains. Tia resta silencieuse un moment. Bien. Mais alors une comptabilité stricte est nécessaire. Les nouveaux ne reçoivent pas immédiatement des rations complètes. D'abord la moitié jusqu'à ce qu'ils prouvent qu'ils travaillent. Juste, et que le prêtre aide Cléopatra. Un prêtre est une bouche de plus. 2 prêtres, c'est déjà un temple. Je souris. Tu as raison. Elle partit, et je pensais, Tia est de ces personnes sans lesquelles les villes n'existent pas. Pas les chefs, pas les guerriers, mais ceux qui comptent, organisent et ne laissent pas le système s'effondrer dans les petites choses. Le marché sous l'auvent ce jour-là était vivant, malgré le siège, malgré l'anxiété. Horemheb et Néfertari échangèrent des galettes. Raméri vendait des crochets de bronze pour les harnais de chameaux. Les nomades échangèrent de la laine contre des dattes. Je marchais parmi les gens et écoutais. « On dit que le pharaon enverra une autre armée », murmurait une femme à une autre. « On dit que Karnak, c'est déjà pour nous. On dit qu'Amon-Or a écrit une lettre au pharaon lui-même. » La dernière chose était vraie, mais comment le savait-il? Je regardais autour de moi. Un jeune prêtre se tenait à proximité, celui qui était arrivé ce matin-là. Il me regardait avec intérêt. « Tu parles de la lettre ?» lui demandai-je directement. Il ne fut pas gêné. J'ai entendu une conversation près du puits. Le vieux scribe parlait avec la prêtresse. « Amenhotep, oui, il a dit, la lettre est partie. Maintenant, nous attendons. » Je soupirai intérieurement. Amenhotep savait se taire sur ce qui comptait et parler de ce qu'il n'était plus important de cacher. Apparemment, il avait décidé que la rumeur sur la lettre était utile, qu'elle relèverait les esprits. Peut-être avait-il raison. « Quel est ton nom » demandai-je au prêtre. « Erichef, serviteur de Khnum du petit temple sur la piste. Khnum, le dieu potier, celui qui façonne les gens avec l'argile. »« Oui, dit-il avec un léger sourire. Je pense qu'il t'aimerait bien. Toi aussi tu façonnes des gens à partir du désert. » Je le regardais plus attentivement. Un jeune homme d'environ 25 ans. Un regard intelligent, sans peur, avec cette confiance calme qu'ont les gens quand ils croient sincèrement, et non par devoir. « Parle avec Cléopatra, dis-je. Elle te trouvera une place. » Il s'inclina. Le 3e jour, Bakken termina le 4e puits. Il vint à moi pendant la journée, poussiéreux, avec des cales qui ne pouvaient plus être appelées des cales, mais simplement une partie de ses mains. Il posa sur la table une pierre plate avec des lignes gravées, un schéma du puits et du canal. « Il y a de l'eau, dit-il, de la bonne eau, plus propre que celle du 3e. Profondeur, 12 coudées. Il y a un lit dur sous le sable, l'eau passe juste entre les pierres. Volume? Assez pour 100 personnes par jour, c'est sûr. Si nous menons un canal jusqu'au jardin, nous pouvons planter encore un demi-hectare de dattiers. Fais-le. Me donneras-tu des gens? Combien t'en faut-il? 8. Pour 3 jours. Prends les nouveaux. Tia les a assignés au travail. Bakken hocha la tête, mais ne partit pas. Il hésita, posa la pierre sur la table, la souleva, la reposa. Ce n'était pas dans son caractère. « Quoi d'autre » demandai-je. Il me regarda droit dans les yeux. « Myriam a vu ce feu de signal. Elle l'a dit à Amenhotep, et il m'a dit qu'il te l'avait déjà dit. Je veux savoir, quand ils trouveront celui qui l'a fait, me laisseras-tu lui parler en premier ?»« Non. » Il fronça les sourcils. « Pourquoi ? Parce que parler signifie que tu casseras quelque chose d'inutile. Je dois d'abord comprendre pourquoi il fait cela. Argent? Peur? Menace contre sa famille? Quelle différence cela fait-il? Une grande. Si quelqu'un le tient par la gorge, c'est une histoire. S'il s'est vendu volontairement, c'en est une autre. » Bakken me regarda longtemps. Puis, « Parfois tu réfléchis trop. Parfois c'est utile. Parfois, » répéta-t-il avec insistance. Mais il accepta. Sekhmet vint le 4e jour tôt le matin, alors que le marché n'avait pas encore ouvert. Elle entra sans frapper, posa une lampe d'argile sur la table et dit « Je l'ai trouvé. » Je levai la tête. « Qui ? Rennacht, l'un des nouveaux venus. Il est arrivé il y a 2 semaines avec un groupe de réfugiés de Memphis. Il disait avoir été un marchand ruiné après l'impôt du pharaon. Il disait
Les marchands ne font pas ça. Elle posa une petite bourse de cuir à côté de la lampe. Je l'ouvris. À l'intérieur se trouvaient 3 anneaux d'argent, une plaque avec un sceau et une bande de papyrus à l'écriture minuscule. Je pris le papyrus et le lus. C'était un rapport. Bref, clair, professionnel. Nombre de personnes, réserve, emplacement des puits, nom des anciens. Date d'il y a 3 jours. Il avait réussi à envoyer un rapport avant d'être découvert. Où est-il maintenant ? Demandai-je. Il travaille avec Ptah, à réparer des roues. As-tu surveillé toute la nuit ? La nuit et le jour. Il transmettait le message par un garçon, ce même nomade qui va chercher de l'eau au mur est. Le garçon est innocent, on lui a simplement donné une pièce pour porter une note à un ami. Le garçon sait-il ? Non. J'ai intercepté la dernière note avant qu'il n'atteigne le mur. Je regardais le papyrus. Bien. Prends-le discrètement. Pas de bruit, pas de scène au marché, au temple. Tu parleras toi-même ? Oui. 1 heure plus tard, Rennacht était assis devant moi dans le temple d'Isis. Cléopatra se tenait près de l'autel. Amenhotep avec du papyrus près du mur. Sekhmet à la porte. Rennacht avait environ 40 ans, avec un visage ordinaire, des yeux gris. Rien de particulier. Ce sont précisément ces gens-là qui deviennent de bons espions. Il me regardait sans panique, seulement avec fatigue. « Sais-tu pourquoi tu es ici ?» demandai-je. « Oui. Qui t'a envoyé ?» Silence. « Rennacht, tu es dans le temple d'Isis. Un mensonge ici a un prix. » Il regarda l'autel. « Cléopatra, l'amulette dans ses mains. »« Ptam, dit-il, le grand prêtre démon. Personnellement, par un intermédiaire. Un homme à Memphis. On m'a donné de l'argent, une légende et une tâche. Entrer à Amon-Oa, observer, rapporter. Tu travailles pour lui depuis longtemps ? 3 ans. As-tu une famille ? Il serra les dents. Une femme et une fille. À Memphis. Ptam les retient ? Une pause. Pas directement. Mais il sait où elles sont. C'est suffisant. Amenhotep me murmura doucement. Comme Gaïa. J'acquiesçai. La même histoire dans des mondes différents. Un homme brisé non par l'avidité, mais par la peur pour ceux qu'il aime. Qu'as-tu déjà réussi à transmettre ? Demandai-je. Un rapport, avant l'interception. Qu'y avait-il dedans ? Le nombre de personnes, les réserves, les puits. Rien sur les plans et les lettres. Parce que tu ne savais pas ? Parce que je n'ai pas eu le temps de l'apprendre. Je le regardais longtemps. Tu comprends que je peux t'exiler ? Ou pire ? Oui, mais je ne le ferai pas. Il leva les yeux. Parce que j'ai besoin de toi, continuai-je. Tu es relié à Ptam. C'est un canal. Par ce canal, nous pouvons lui transmettre exactement ce que nous voulons qu'il sache. De fausses informations. Rennacht se redressa lentement. Tu veux m'utiliser contre lui ? Je veux te donner une chance. Tu nous aides. Nous aidons ta famille à sortir de Memphis. Mentuhotep a des gens. C'est réel. Il resta silencieux très longtemps. Puis, que faut-il transmettre ? Amenhotep écrivit un faux rapport en 1 heure. Professionnellement, dans le style de Rennacht, le vieil homme étudia 2 brouillons précédents interceptés et copia l'écriture avec une précision qui m'étonna. Le rapport disait « Réserve pour 3 semaines, les puits fournissent peu d'eau, il y a de la discorde parmi les gens, les anciens se disputent à propos de la reddition, la lettre au pharaon est une rumeur, pas une réalité. » Tout était faux. Rennacht le transmit par le garçon jusqu'au mur. Là, le messager de Ptam le prit. L'un des hommes cachés près des rochers à l'extérieur du camp du général. Maintenant, le grand prêtre pensait que nous étions plus faibles que nous ne l'étions, et que nous n'avions aucune preuve. Qu'il le pense. Cette nuit-là, pour la première fois en 5 jours, je dormis vraiment pendant 3 heures, sans rêve. Le 6e jour, Néphérou revint, seul, sans Horsa. Je la rencontrai aux portes. Elle était poussiéreuse, avec des cernes sombres sous les yeux, et pour la première fois depuis tout le temps que je la connaissais, elle avait l'air fatiguée. « Horsa est avec Mentuhotep, dit-elle. Vivant, tout va bien. Le marchand l'a accueilli. Les lettres sont-elles parties ? Elles sont parties. Mentuhotep a envoyé son homme à Karnak dès le 2e jour. Son meilleur messager, il connaît toutes les pistes. Vers Minmay ? Oui, et vers Tianefer par un autre canal, par une maison de commerce à Thèbes qui travaille avec le palais. Combien de temps faut-il à un messager pour atteindre Thèbes ? 3 jours pour y aller, 3 pour revenir. Mais Mentuhotep a dit «
Si Tianefer veut agir rapidement, elle peut écrire au pharaon le jour même. Donc au 7e jour, une réponse peut venir? Néferu haussa les épaules. Elle peut ou non? Les palais pensent lentement. J'acquiesçai. As-tu mangé? Non. Viens. Nous nous assîmes près du feu à côté du temple. Tia apporta du pain, des dattes, un bol de ragoût de lentilles. Néferu mangea silencieusement, rapidement, avec la manière d'une personne habituée à manger non pour le plaisir, mais pour récupérer. Puis elle dit, « Mentuhotep a transmis autre chose. » Quoi? Il dit, « Deux nomarques du Sud sont prêts à te soutenir ouvertement. Pas avec des troupes, avec du commerce et un refuge. Si le pharaon te déclare hors la loi, ils donneront asile. » Les noms, Nakkor de Kena et Amenem Had-Dedfu. Tous deux sont depuis longtemps mécontents de Ptaham. Amenhotep, qui s'était approché sans être remarqué, s'assit à côté de nous. « C'est important, dit-il. Deux nomarques sont un bouclier politique. S'ils commercent ouvertement avec Amon-Oa, le pharaon réfléchira à 2 fois avant de nous écraser par la force. Parce qu'alors il n'écrase pas seulement un fugitif, il écrase une partie de sa propre structure administrative. Réponds-leur par un accord, dit Néferu. Déjà répondu, dit-elle. En ton nom. Je la regardai. Tu as répondu en mon nom? Aurais-tu accepté? Oui. Alors quelle différence cela fait-il? Amenhotep rit doucement. Le 7e matin arriva calmement. Je me tenais de nouveau sur la tour qui était déjà devenue mon lieu habituel de réflexion. Le soleil se levait lentement, rouge. L'armée de Horemheb-Ha se tenait sur les pistes, disciplinée, silencieuse. La fumée de leur feu montait régulièrement. À midi, le général devait venir chercher une réponse. Je ne savais pas ce que je dirais si la lettre n'arrivait pas. Un autre bluff, une autre semaine. Il avait des ordres. Les ordres ont une limite. Mérite monta à côté de moi. Tu n'as pas dormi de toute la nuit? J'ai dormi. 2 heures. Ça ne compte pas. Pour moi, ça compte. Elle regarda l'horizon. Te souviens-tu comment, quand nous étions petits, nous nous asseyions sur le toit à Memphis? Nous regardions les étoiles et tu disais que chaque étoile était une ville. Je me souviens. Tu étais un garçon étrange alors. Maintenant, je suis un homme étrange. Elle rit, doucement, d'une manière matinale. Plus étrange que quiconque, approuva-t-elle. Mais je suis heureuse que tu existes. À cet instant, on cria d'en bas. Je me retournai. L'un des gardes aux portes agitait la main. Messager, de l'ouest, pas du nord, où se tenait l'armée. De l'ouest, par la piste de contournement. Je descendis en courant du mur. Le messager se tenait aux portes, jeune, poussiéreux, dans un manteau portant le symbole d'une maison de commerce de Thèbes. Il me remit un petit tube avec un seau. Le seau n'était pas celui d'un marchand, c'était le seau personnel de Tianefer. Je brisai la cire et déroulai le papyrus. Je lus lentement, puis encore une fois, puis je levai la tête. Amenhotep se tenait à côté de moi, lisant mon visage. « Quoi » demanda-t-il. « Le pharaon rappelle l'armée, dis-je. » Silence. Il annonce une enquête contre Ptaham et Setnecht. Amon-Oa reçoit officiellement le statut de comptoir commercial, avec le droit à l'eau et à la terre. Et je suis convoqué à Thèbes pour le procès. Pas comme criminel, comme témoin. Amenhotep ferma les yeux une seconde, puis les rouvrit. Tianefer a agi vite. Elle a toujours été une élève intelligente, dit-il doucement. Je sortis vers les portes et levai la main. Ouvrez les portes. Les gardes échangèrent des regards. Pourquoi? Demanda Ptah. Nous allons voir le général. Je franchis les portes pour la première fois en 7 jours sans armes, seulement avec le papyrus à la main. Je traversai le sable vers le camp de l'armée. Horemheb-Ha sortit seul à ma rencontre. Nous nous tinrent de nouveau l'un en face de l'autre au milieu du désert. Je lui tendis le papyrus. Il lut longtemps. Puis le replia. « C'est un vrai sceau, dit-il. »« Oui. Alors l'ordre a changé. »« Ouais. » Il resta silencieux. « Tu as joué intelligemment, Emonor. J'ai joué honnêtement. »« Parfois c'est la même chose, dit-il. » Puis presque sans pause. « L'armée partira à midi. Les pistes sont libres. Nous ne nous serrâmes pas la main. Nous ne nous inclinâmes pas. Nous hochâmes simplement la tête, comme 2 hommes qui se respectent précisément parce qu'ils ne font pas semblant. Je retournai derrière le mur. Bakken se tenait déjà aux portes, avec cette expression sur son visage sur laquelle était écrite une immense phrase non dite. « Alors que s'est-il passé ?»« L'armée s'en va, dis-je. » Une seconde de silence. Puis Bakken rugit si fort que les chameaux à l'autre bout de l'oasis tressaillirent.
Les gens sortirent en courant des huttes, du marché, de la forge, du temple. Sekhmet sourit, rarement et sincèrement. Tia hocha la tête avec le regard qui disait « Je le savais ». Cléopatra murmura une prière à Isis. Mérite m'enlaça par derrière et ne dit rien. Elle me serra simplement très fort. Amenhotep se tenait à côté de moi et regardait l'armée lever le camp. « Tu as gagné une manche, dit-il. Seulement une manche. Oui, maintenant Thèbes. Le procès. Tahem. Ce sera plus difficile. Je sais. Es-tu prêt ?» Je regardais l'oasis. Les gens qui riaient, s'étreignaient, pleuraient. Les murs que nous avions posés de nos mains. Les canaux que Bakken avait creusés avec juron et obstination. Le temple où Cléopatra et Héri-Chef allumaient déjà de l'encens en signe de gratitude. « Non, répondis-je honnêtement. Mais cela n'a pas d'importance. J'y vais quand même. » Amenhotep hocha la tête. La bonne réponse. Je partais à l'aube. Non parce que c'était beau, simplement parce que, dans le désert, la traversée la plus dangereuse se fait avant que le soleil ne monte haut. Après midi, le sable brûle tellement que la peau se fend et l'eau quitte le corps plus vite qu'on ne peut la boire. L'aube est le seul moment où le désert te donne une avance. Mais avant de sortir au-delà des portes, je fis encore une fois le tour d'Amon-Ra. Ce n'était pas un rituel ni un adieu. Je n'avais pas l'intention de mourir à Thèbes. C'était une habitude. Cette même marche matinale que j'avais commencée dans les premières semaines. Tout regarder de mes propres yeux, sentir le pouls du lieu. Mais aujourd'hui, la marche était différente. Aujourd'hui, je ne cherchais pas des informations, mais des souvenirs. 4 puits. Bakken les avait construits à partir de rien, avec des jurons et des cales, avec la foi que l'eau était plus forte que le sable. Ils fonctionnaient tranquillement, fiablement, comme le cœur de la ville. Les canaux, étroits, droits, bordés de pierres au fond, afin que l'eau ne s'infiltre pas dans le sable. Ptah avait inventé la pose lui-même, par essai et erreur. Le premier canal fuyait, le deuxième tenait. Au 4e, il les faisait déjà comme un maître. Les murs étaient en briques de terre crue, avec des créneaux, avec des tours au coin. Pas parfait, mais solide. Sur chaque créneau, il y avait un petit signe, une main avec de l'eau. Mérite l'avait dessiné. Pour que les dieux voient dans que nous construisons et non que nous détruisons, avait-elle dit. Le marché sous l'auvent était déjà vivant même si tôt. Horemheb disposait des galettes. Un vieux nomade réparait un harnais. 2 garçons se disputaient pour une poignée de dattes. Le temple d'Isis, purifié, avec de nouvelles colonnes de bois de palmier, avec un autel sur lequel brûlait toujours un petit feu. Cléopatra et Héri-Chef se tenaient déjà là, lisant l'hymne du matin. Leurs voix se mêlaient, la sienne basse, ferme, la sienne jeune, un peu irrégulière, et ensemble, cela sonnait juste. Je m'arrêtais aux portes. Bakken se tenait à côté de moi. Il était silencieux, ce qui était étrange. Bakken était rarement silencieux. D'habitude, à ce moment-là, il aurait déjà réussi à se plaindre 3 fois du sable, des dieux et du temps. « Quoi ?» demandai-je. Il regarda le mur. « Tu as construit cela, dit-il enfin. À partir de rien, à partir d'une seule source et de ruines. Nous l'avons construit. Tu l'as commencé. C'est la différence. » Je secouai la tête. « Tu as été le premier à creuser le puits. Sans eau, il n'y aurait rien eu. » Il resta encore silencieux. « Reviens, dit-il simplement. »« Je reviendrai. Pas une promesse aux dieux. À moi personnellement. À toi personnellement. Je reviendrai. » Il tendit la main. La poignée de main était forte, de celle qu'on n'oublie pas. Puis il se tourna et alla vers le puits. Je voyais à son dos qu'il ne se retournerait pas. Non parce qu'il ne le voulait pas, mais parce que s'il se retournait, il dirait quelque chose d'inutile. Et Bakken n'aimait pas les mots inutiles, seulement les nécessaires. Tia me donna un sac, des galettes, des dattes, du sel, une petite cruche d'onguent pour les brûlures. Pratique et sans sentimentalité. Il y aura là-bas des gens qui voudront se servir de toi, dit-elle. Je sais, tous ne ressemblent pas à des ennemis. Je sais, souviens-toi simplement. Sekhmet se tenait un peu à l'écart, les bras croisés. Quand je m'approchais, elle dit « Si tu ne reviens pas dans 2 mois, je viendrai te chercher. » À Thèbes, n'importe où. Je souris. Tiens l'oasis. Elle hocha la tête. C'était tout ce qu'il fallait dire. Mérite m'accompagna au-delà des portes. Elle marcha silencieusement à côté de moi pendant quelques pas, puis s'arrêta au bord de la piste,
là où le désert commence et où la ville finit. Je serai ici, dit-elle. Je sais. Amen-Or. Quoi? Tu ne leur dois rien? Ni au pharaon, ni à la cour, ni aux prêtres. Tu as construit cela toi-même. Souviens-toi de cela là-bas. Je la regardais, ma sœur, mince avec les cales d'une tisserande, avec une cicatrice au poignet laissée par une chaîne du pharaon, se tenait droite comme une colonne de temple. Je m'en souviendrai. Je franchis les portes. Amenhotep attendait déjà près des chameaux, 3 animaux, 2 pour monter, 1 avec les bagages. Néférou vérifiait le harnais avec l'air d'une professionnelle à qui on n'a pas besoin de dire quoi faire. Horsa venait avec nous. Il était témoin, son témoignage était important. Il montait le 3e chameau, serrant le tube contenant les documents comme si sa vie était à l'intérieur. En un sens, c'était exactement le cas. Je montais sur le chameau et regardais en arrière. Amon-Oa se tenait dans la lumière du soleil matinal, mur de briques crues, palmiers, tours, fumée au-dessus de la forge. Petite, mais vivante. Réelle. Puis je me tournai et chevauchai en avant. La route vers Thèbes prit 7 jours. Les 2 premiers à travers le désert ouvert, le long de pistes que Néféru connaissait par cœur. Elle chevauchait devant, lisant le sable comme un texte. Ici, une caravane de chameaux est passée il y a 3 jours. Ici, sous la dune, il y a de l'eau. Ici, les pierres avertissent d'un sol mouvant. Pour elle, le désert n'était pas une menace, simplement une langue qu'elle avait apprise plus tôt que tout autre. Le premier soir, nous nous arrêtâmes près d'un rocher qui donnait de l'ombre. Le feu était petit, seulement pour cuire la nourriture. Dans le désert, un grand feu la nuit est visible à 20 km. Amenhotep était assis près du feu et lisait. Je ne sais pas comment il parvenait à lire dans une telle lumière, mais il lisait un papyrus avec des notes sur la cour du pharaon, sur les rituels, sur les règles de conduite lors d'une audience. « As-tu besoin de cela ?» demandai-je. « Pas moi. Toi. Écoute. » Et il commença à parler. Pas une leçon, une histoire vivante. Sur la manière dont la cour est organisée, sur le fait que le pharaon est une personne sacrée et que le regarder directement est considéré comme de l'insolence, mais regarder le sol est une faiblesse. Sur le fait qu'il faut s'incliner 3 fois en entrant, mais ne pas se prosterner sauf si on le demande. Sur le fait qu'il faut parler brièvement et clairement, parce que les conseillers du palais apprécient le temps, et la verbosité est perçue comme de l'incertitude. Comme à un thing, dis-je. Amenhotep fut surpris. À un thing, une assemblée publique, où les disputes sont tranchées. Il est important de parler publiquement, brièvement, avec dignité. Comment le sais-tu? J'ai lu, quand j'étais scribe. Lisais-tu beaucoup? Tout ce qui me tombait sous la main. Il resta silencieux. C'est bien, les gens qui lisent beaucoup font moins souvent des choses stupides. Quoique, ajouta-t-il avec un sourire, parfois ils font des choses stupides plus subtilement. Néférou renifla. Horsa resta silencieux presque toute la soirée. Il était nerveux, c'est compréhensible. Un homme qui a fui le palais porte des preuves contre le grand prêtre et retourne en arrière. Pour cela, il faut soit du courage, soit du désespoir. Ou les deux. Je m'assis à côté de lui. « Comment vas-tu »« J'ai peur, répondit-il honnêtement. C'est raisonnable. Un chef n'est-il pas censé calmer les gens? Dire que tout ira bien? Un mauvais chef dit cela. Un bon chef donne des raisons de ne pas avoir peur. Nous avons une raison. Le rouleau, 2 lettres, un témoignage, 2 nomarques derrière nous, et Amenhotep, qui connaît la cour mieux que la plupart des courtisans. Horsa me regarda. Et si cela ne suffit pas, alors nous réfléchirons sur place. Mais je ne vais pas là-bas pour perdre. Il hocha la tête. Il ne se calma pas complètement, mais quelque chose dans ses épaules s'abaissa. Le 3e jour, le désert changea. Le sable devint moins meuble, des plaines pierreuses commencèrent, de rares buissons d'acacia, des traces de caravanes. C'était une route fréquentée entre Dakhla et le Nil. Le soir du 3e jour, nous vîmes le premier canal du Nil. De l'eau. De la vraie eau du Nil, verte, lente, sentant le limon et la vie. J'arrêtai le chameau et le regardai pendant 1 minute. Amenhotep monta à côté de moi. « Tu n'as pas vu le Nil depuis longtemps ?» demanda-t-il. « Depuis la nuit où j'ai fui Memphis. »« Que ressens-tu » ?»« Étrange. »« Trop d'eau après l'oasis. » Il rit. « Attends, Thèbes sera encore plus étrange. » Thèbes s'ouvrit devant nous à l'aube du 5e jour. Je m'attendais à une grande ville, mais ce que je vis était plus qu'une grande ville.
C'était une autre dimension. Memphis, où j'avais grandi, était immense selon les standards des quartiers inférieurs. Bruyante, dense, avec des bazars et des ports. Mais Thèbes était différente. La rive du Nil ici était bâtie si densément que les maisons se tenaient les unes derrière les autres, comme des dents. Les temples s'élevaient au-dessus de la ville comme des montagnes, avec des pylônes hauts de 30 coudées, avec des rangées de sphinx à l'entrée, avec des obélisques qui brûlaient d'or sous le soleil du matin. Les marchés couraient le long de la rive en un ruban ininterrompu. Des centaines de bateaux sur le Nil, des milliers de personnes déjà dans les rues, porteurs, marchands, prêtres en blanc, soldats avec des lances, femmes avec des cruches, enfants avec du poisson, bruit, odeur, vie. Je me sentis petit, pas faible, exactement petit, comme un homme qui avait longtemps vécu dans son propre monde et soudain était sorti dehors et avait vu combien le reste du monde était vaste. Néférou chevauchait à côté de moi. « Es-tu déjà venu ici ?» demandai-je. « Une fois, il y a longtemps. Je préfère le désert. » Pourquoi? Parce que dans le désert, on peut voir l'ennemi. Ici, non. C'était dit avec précision. Amenhotep prit l'initiative dès l'instant où nous entrâmes dans la ville. Il savait où rester, une petite maison dans le quartier ouest, appartenant à un vieux copiste qui lui devait une ancienne faveur. Un endroit calme, sans yeux inutiles. Exactement ce qu'il fallait. Le propriétaire, un petit homme chauve nommé Wahen, ouvrit la porte, vit Amenhotep et le fixa longtemps. « Tu es vivant » dit-il enfin. « Évidemment » répondit le vieil homme. « J'ai entendu dire que tu avais été tué. Tu as mal entendu. Vas-tu nous laisser entrer » Wahen nous laissa entrer. Cette nuit-là, nous nous réunîmes dans une petite pièce au plafond bas et avec une seule lampe. Amenhotep étala sur le sol tout ce que nous avions. La lettre de Tiya-Néfer avec son sceau personnel, une copie du rouleau avec les preuves du vol, le témoignage de Horsa, écrit de sa propre main, les lettres des deux nomarques Naktkor et Amenemhat, confirmant leur soutien. C'était notre arsenal. « Demain matin, dit Amenhotep, tu seras conduit à une audience. Tiya-Néfer a arrangé la rencontre par l'intermédiaire du grand intendant du palais. Officiellement, tu es un témoin dans l'affaire du vol du trésor. Officieusement, tu es un homme qui doit soit être détruit, soit être ramené du côté de la cour. Tam sait-il que nous sommes ici ? Demandai-je. Au matin, il le saura. À Thèbes, rien ne reste secret plus de 12 heures. Alors il essaiera de faire quelque chose avant l'audience ? Possiblement. Donc personne ne sort la nuit, la porte est verrouillée, Néférou écoute la rue. Néférou était déjà assise près de la fenêtre, petite, barrée, donnant sur une ruelle, avec un poignard sur le genou. Comme toujours. Horsa demanda « Si Ptah veut me faire disparaître avant le procès ?»« Alors tu ne seras en vie que parce que nous sommes ici, » répondit Amenhotep sans diplomatie inutile. « Encourageant, » marmonna Horsa. « Mais honnête. » Je regardais les rouleaux et pensais. Ptah était intelligent. Cela signifiait qu'il ne recourait pas à un meurtre grossier, c'était trop visible. Il essaierait de discréditer. Il dirait au pharaon que les rouleaux étaient falsifiés. Il dirait qu'Amenhotep était sénile, que j'étais un rebelle dangereux utilisant des témoins comme couverture. Pour cela, il lui fallait une chose. Parler en premier. Amenhotep, dis-je. Tiya-Néfer peut-elle organiser une rencontre avec moi avant l'audience officielle ? Le vieil homme leva lentement la tête. C'est difficile, mais possible. Tôt le matin, avant que Ptah ait le temps de faire son rapport au pharaon. Tu veux parler personnellement avec l'épouse du pharaon ? Je veux qu'elle dise la vérité à son mari avant que le prêtre ne dise des mensonges. Amenhotep me regarda longtemps. Tu penses politiquement. Je pense comme un scribe. Celui qui soumet le document en premier façonne la perception des autres. Le vieil homme hocha la tête. Wahen connaît le messager de Tiya-Néfer. Nous essaierons. Essaye maintenant. La nuit. Amenhotep se leva, ajusta son manteau et sortit dans la pièce vers Wahen. Je restai avec Néférou et Horsa. Néférou regardait par la fenêtre. « As-tu jamais peur ?» lui demandai-je. « Constamment. Cela ne se voit pas. C'est parce que je ne le montre pas. La peur ne disparaît pas si tu la montres. Elle se répand seulement aux autres. » Je la regardais. C'est sage, c'est pratique. Différence. Horsa dit soudain, « Je veux retourner à l'oasis. » Après tout cela, nous le regardâmes tous les deux. « Là-bas » demanda Néférou. « Ouais, là-bas les gens construisent. Ici les gens se cachent. La différence est grande. » J'acquiesçais.
Il y aura une place pour toi. Amenhotep revint après un quart d'heure. Wahen a envoyé le messager. Tianefer nous attendra dans sa cour-jardin avant l'aube. C'est une violation de l'étiquette, mais elle est prête. Elle a toujours été décidée. Nous y allons maintenant. Oui, le jardin du palais de l'épouse du pharaon était petit selon les standards du palais et énorme selon les standards de tout ce que j'avais vu durant la dernière année. Un bassin avec des lotus, des palmiers, des chemins de pierre, des lampes sur des poteaux, l'odeur du jasmin et de l'encens, le silence qui existe seulement là où il est gardé intentionnellement. Tianefer attendait près du bassin. Elle était plus âgée que je ne m'y attendais, environ 45 ans, en lin sombre sans ornement. Un beau visage, mais pas cérémoniel, le visage intelligent d'une personne qui pense beaucoup et dit rarement tout ce qu'elle pense. Des yeux vifs, évaluateurs. Quand elle vit Amenhotep, quelque chose dans son visage trembla très brièvement, presque imperceptiblement. « Maître, dit-elle doucement. « Élève, répondit-il. Ils ne s'étreignirent pas. Ils se regardèrent simplement une seconde. Puis elle déplaça son regard vers moi. « Aymon-Or, grande dame, Amenhotep m'a écrit à ton sujet, mais je voulais voir par moi-même. Que vouliez-vous voir? Un homme, pas une légende. Les légendes sont écoutées, les hommes sont aidés, direct et précis. Nous nous assîmes près du bassin, elle, moi, Amenhotep. Néférou et Orsa restèrent à l'entrée. Je parlais brièvement, comme Amenhotep l'avait enseigné, sans mots inutiles, avec des faits, avec respect. Je racontais Setnecht, le rouleau, Tams, ce qui avait été construit à Amon-Oa. Je ne demandais pas de pitié, je l'exposais. Elle écouta sans interrompre. Lorsque j'eus fini, elle resta silencieuse. Le pharaon en sait déjà une partie. Ma lettre lui est parvenue hier soir. Il était pensif. « Est-ce bon ou mauvais ?» demandai-je. La réflexion du pharaon est une occasion. La rage ne l'est pas. Alors nous avons une chance. Tams essaiera de discréditer les rouleaux. Je sais. C'est pourquoi ce matin, avant l'audience, le pharaon recevra un deuxième rouleau. Le mien, dans lequel je confirme personnellement l'authenticité des documents transmis et demande un procès équitable. Vous prenez un risque. Je prends des risques depuis 20 ans en vivant à cette cour, répondit-elle sans l'ombre d'une plainte. C'est simplement un risque de plus. Amenhotep dit doucement. Tu es devenu sage. Vous avez été un bon maître, répondit-elle tout aussi doucement. Nous partîmes avant l'aube, matin du procès. L'audience commença à la 3e heure. La salle du pharaon était immense. Des colonnes que 4 hommes pouvaient entourer, un plafond si haut qu'il ressemblait au ciel, des murs peints de scènes de victoire, de dieux et de chasse. Sur le trône au bout de la salle, une figure portant la double couronne. Je marchais me souvenant de chaque mot d'Amenhotep. 3 inclinations à l'entrée, le regard dirigé dans l'espace entre soi et le trône, les bras le long du corps. Tam se tenait près de la colonne de droite, grand, sec, avec un bâton blanc. Quand j'entrais, il me regarda avec ce vide froid que l'on trouve chez les gens qui ont depuis longtemps décidé que les vies des autres n'ont aucune valeur. Je le regardais droit dans les yeux. Il plissa légèrement les yeux. L'audience commença. Ptam reçut la parole en premier selon le rang. Il parla avec fluidité, assurance. Fugitif, rebelle, documents falsifiés, précédents dangereux, menaces pour la mare. Chaque mot avait été poli par des années de pratique palatiale. Puis on me donna la parole. Je pris le seul papyrus que je portais avec moi, la copie originale du rouleau avec la signature de Minmès de Karnak. « Grand pharaon, dis-je, je ne suis pas venu me justifier. Je suis venu remettre la vérité. » Je plaçai le rouleau devant l'intendant. « Ceci est un registre du vol du trésor, signé par le gardien en chef des archives de Karnak, Minmès. 200 talents sont passés par le compte du vizir Setnecht, 100 par le compte personnel du grand prêtre d'Amon. » La salle devint silencieuse. Ptam fit un pas en avant. « Falsification. Minmès est vivant, répondis-je. Il peut être convoqué. » Une pause. Le pharaon leva la main. Tout le monde se tut. Il regarda le rouleau. Puis moi. Puis Ptam. Et dit un mot. « Minmen. » L'intendant hocha la tête et sortit. Ptam pâlit. Je restai debout et regardais droit devant moi. Amenhotep avait raison. Le désert était plus simple que le palais. Mais maintenant, dans cette immense salle, avec l'odeur d'encens,
et la lumière froide passant par les hautes fentes du plafond, je ressentis la même chose que j'avais ressenti au mur d'Emon Oa la nuit avant le siège. Pas de certitude, de la préparation. Et cela est parfois plus important. La salle se figea. C'était ce silence particulier qui ne se produit que dans les grandes pièces lorsque des centaines de personnes cessent simultanément de respirer à pleine force. Les courtisans près des colonnes, les scribes près des murs, les gardes avec des lances à l'entrée, tous regardèrent le même centre. Le pharaon, le rouleau devant l'intendant, et Ptah, qui se tenait encore droit, mais déjà avec cette blancheur sur le visage qui apparaît chez un homme quand le sol sous lui commence à se fendre. Je me tenais au milieu de la salle et attendais. C'était la partie la plus difficile. Pas la bataille, pas le siège, pas les négociations avec un général. Exactement cela. Se tenir debout et attendre quand tout a déjà été fait et que rien de plus ne peut être ajouté. Seulement être ici et garder le dos droit. Amenhotep se tenait derrière moi, légèrement à droite. Je sentais sa présence comme un soutien, non physique, mais du genre que donne une personne debout à côté de toi et qui sait ce qu'elle fait. Ptah parla de nouveau, plus bas mais plus durement. Grand pharaon, cet homme utilise le nom d'un archiviste respecté comme bouclier. Mime est vieux et malade. Il a pu être forcé, trompé, effrayé. Un homme qui a construit une colonie illégale dans le désert et tué les envoyés du pharaon est capable de n'importe quel mensonge. Le pharaon ne répondit pas. Il regardait le rouleau avec une expression qui ne disait rien extérieurement, mais à l'intérieur, manifestement, travaillait très activement. Je dis d'un ton égal, Mimes peut être interrogé personnellement. S'il ment sous le regard du pharaon en présence des dieux, alors jugez-moi. Sinon, jugez celui qui traite un archiviste honnête de menteur. Ptah me regarda. Il n'y avait pas de haine dans son regard, seulement un calcul froid. Il recalculait les options sous mes yeux. Je le vis aussi clairement que j'avais vu le mouvement de l'armée de Horemheb-Ha à l'horizon. Après un quart d'heure, Minmès fut amené. Le vieil homme était exactement tel que Horsa l'avait décrit. Environ 70 ans, avec des doigts arthritiques, courbés, avec un visage comme du papyrus séché, beaucoup de rides, mais chacune nette. 2 serviteurs le menaient bon par les bras. Il marchait lentement, mais lorsqu'il leva la tête et regarda autour de lui, il y avait dans ses yeux une telle clarté qu'il était impossible de douter de son esprit. Il vit Ptah et s'arrêta une fraction de seconde, puis continua. L'intendant lui demanda si le rouleau avait été écrit dans les archives de Karnak et si sa signature était authentique. Minmès répondit sans pause. « Oui, j'ai personnellement enregistré le mouvement des sommes. J'ai gardé les registres pendant 12 ans dans l'espoir qu'un jour viendrait où ils pourraient être remis là où ils appartenaient. » Il leva les yeux vers le pharaon. Ce jour est venu. La salle redevint silencieuse. Ptah fit sa dernière tentative. Le vieil homme a perdu l'esprit. Ses paroles ont été dictées par ceux qui l'ont amené. J'exige que les documents soient vérifiés par les prêtres d'Amon. Par des prêtres qui vous servent ? Demandai-je. Plusieurs courtisans près des colonnes échangèrent des regards. C'était une question risquée, presque de l'insolence. Mais il y avait une vérité en elle, que la salle ressentit physiquement. Le pharaon parla enfin. Sa voix était égale, sans cri, mais avec cette pesanteur que l'on trouve chez les gens habitués à ce que chacune de leurs paroles ait des conséquences. Faites venir Horsa. Horsa entra dans la salle comme un homme qui avait fait un choix et allait maintenant jusqu'au bout. Cela se voyait dans son pas assuré, non, mais stable, comme un homme sur un navire qui tanque et qui a appris à garder l'équilibre, non par l'immobilité, mais par de constantes petites corrections. Il s'inclina 3 fois, comme requis, et se tint devant l'intendant. On lui demanda ce qu'il avait vu et entendu. Il parla régulièrement, sans embellissement, nommant des dates, des sommes, des noms. Il raconta la rencontre entre Set-Necht et Ptah dans la salle latérale du temple. Comment par hasard il s'était retrouvé derrière une colonne et avait entendu la conversation sur la répartition de l'argent volé. Comment le lendemain, il avait compris qu'il avait été vu et s'était enfui. Pendant qu'il parlait, j'observais Ptah. Le grand prêtre se tenait immobile. Il n'interrompait plus. Il comprenait qu'interrompre était inutile. Son visage devint celui d'un joueur expérimenté qui comprenait qu'il avait perdu la partie, mais n'avait pas encore décidé comment l'admettre. Quand Horsa eut fini,
Personne dans la salle ne parla pendant longtemps. Puis le pharaon dit « Ptaham ». Il leva la tête. « Veux-tu répondre ?» Une longue pause. « Grand pharaon », prononça enfin Ptaham, « j'ai servi les dieux et vous pendant 40 ans. » « Ce n'est pas une réponse, » dit le pharaon. Une autre pause, plus longue. Ptaham abaissa le bâton. Ce n'était pas un geste de soumission. C'était le geste d'un homme qui avait épuisé les mots. L'intendant murmura quelque chose au pharaon. Il écouta sans se tourner, regardant droit devant lui. Ptaham, grand prêtre d'Amon, est démis de ses fonctions jusqu'à la fin de l'enquête. Ses biens et ses archives passent sous la supervision du trésor. Une pause. Garde. 2 gardes s'approchèrent de Ptaham. Il ne résista pas. Il me regarda seulement une dernière fois avec une expression dont je me souvins. Pas de haine. Quelque chose de plus complexe. Peut-être quelque chose comme de la reconnaissance. Puis on l'emmena. La salle expira. On demanda aux autres de partir. Seul moi, Amenhotep, Tihanefer, près de la colonne latérale et plusieurs hauts conseillers près des murs, restèrent dans la salle. L'intendant murmura quelque chose. Le pharaon hocha la tête et l'intendant s'écarta aussi. Le pharaon me regarda longtemps. C'était un homme d'environ 50 ans, pas vieux, mais avec un visage sur lequel les années de pouvoir avaient laissé ces marques particulières qui ne viennent pas de l'âge, mais de la nécessité constante de décider, de la fatigue sous les yeux, de la dureté dans les yeux. « Tu es un scribe », dit-il enfin. Pas une question, une affirmation. Je l'étais. Maintenant je construis. Qu'as-tu construit? Une oasis avec 4 puits, des canaux, des murs, un marché et un temple. 300 personnes qui y sont venues comme réfugiés et sont restées comme habitants. En un an et 3 mois. Il resta silencieux. Mes collecteurs d'impôts t'ont signalé à moi comme un rebelle. Les collecteurs d'impôts ont signalé ce que Ptaham voulait entendre. Tu as tué Setnecht. Il a attaqué mon oasis avec une armée. Il a été tué pendant la bataille. Tu as refusé d'ouvrir les portes devant l'armée. J'ai ouvert des négociations et attendu la justice. Le pharaon me regarda avec une expression que je ne pouvais pas entièrement lire. Pas de l'hostilité, plutôt l'évaluation prudente avec laquelle un homme intelligent regarde quelque chose qui ne correspond pas à l'image habituelle. « Que veux-tu » demanda-t-il. Une question directe. Je répondis tout aussi directement. Un statut officiel pour Aemon-Oa, le droit à l'eau et à la terre, un accord commercial avec 2 nomarques du Sud et les accusations contre moi levées publiquement afin que tout le monde le sache. Pas peu pour un scribe fugitif. Je ne suis plus un scribe fugitif. Tihanefer près de la colonne sourit légèrement. Je ne la regardais pas, mais je le vis du coin de l'œil. Le pharaon tourna la tête vers l'un des conseillers, qui s'approcha, écouta une question discrète, répondit encore plus discrètement. Puis le pharaon me regarda de nouveau. Aemon-Oa reçoit le statut de comptoir commercial sous la protection du pharaon. La terre est à toi, l'eau est à toi. Les accords commerciaux passeront par le trésor. Une pause. Tribut, 2% du chiffre d'affaires commercial annuellement. 1,5, dis-je. Le conseiller près du mur leva la tête. Le courtisan à côté de lui ouvrit la bouche. Le visage du pharaon ne changea pas. 1,5, accepta-t-il. Et tu réponds personnellement de l'ordre sur tes pistes. Brigands, pirates, esclaves fugitifs, tout cela est ta zone. Accepté. Les accusations sont levées. Le décret sera signé aujourd'hui. Il leva la main, un signal que l'audience était terminée. Je m'inclinai 3 fois et reculai. Après la salle, dans le couloir derrière la salle, Amenhotep s'arrêta et s'appuya contre le mur. Je crus qu'il se sentait mal, mais il ferma simplement les yeux pendant quelques secondes. Puis les rouvrit. « Tu as marchandé avec le pharaon, dit-il. »« Oui, personne ne marchande avec le pharaon. » Il a accepté. C'est cela le plus surprenant. Je le regardais. « Tu m'as toi-même enseigné. Celui qui nomme le prix en premier père. Il a nommé 2%. » J'ai répondu. « Je t'ai enseigné cela à propos des marchands. Y a-t-il une différence ?» Amenhotep me regarda longtemps, puis rit doucement, vraiment, de surprise. « Non, dit-il. Il n'y a pas de différence. » Tihanefer sortit par la porte latérale. Elle s'arrêta à côté de nous, joignit les mains. « Tu as fait impression ?» dit-elle. « Une bonne ?» Ambigu. Le pharaon n'est pas habitué aux gens qui lui objectent. Je n'ai pas objecté. J'ai clarifié les conditions. C'est la même chose. Mais le résultat est bon.
Elle regarda Amenhotep. « Retournerez-vous à Karnak ?»« Non, répondit-il simplement. Il n'y a plus rien pour moi là-bas. Ma place est maintenant à Amon-Oa. » Quelque chose dans son visage trembla encore. Cette même réaction brève, presque invisible que lors de la première rencontre dans le jardin. « Prenez soin de vous, maître. Trop tard pour commencer. » Elle sourit et partit légèrement, comme une personne qui avait fait ce qu'elle voulait et était satisfaite du résultat. Horsa se tenait près du mur du couloir et regardait le sol. « C'est terminé, lui dis-je. » Il leva la tête. « Qu'est-ce qui est terminé? Ton témoignage a été accepté. Tu es un témoin officiel du pharaon. Thams est sous garde. Rien ne te menace plus. » Il expira comme s'il n'avait pas respiré depuis plusieurs heures. « Et ma famille? Mentuhotep y travaille déjà. Quand nous retournerons à l'oasis, ta femme et ta fille y seront. » Il couvrit son visage de ses mains. Je ne dis rien. J'attendis simplement. Puis il baissa les mains et dit d'une voix rauque, « Merci, tu es venu à nous toi-même. C'est ta décision. Tu aurais pu ne pas m'accepter. J'aurais pu. Mais nous construisons un lieu pour les gens qui ont fait le bon choix. Tu as fait le bon. » Néférou s'approcha par derrière et dit d'un ton pratique, « Nous partons demain matin. Aucun intérêt à rester à Thèbes plus longtemps que nécessaire. » La dernière nuit à Thèbes, cette nuit-là, je ne dormis que tard. Pas à cause de l'anxiété, mais à cause de cet état étrange qui vient après une grande tension. Lorsque la tension s'est déjà relâchée, mais que le corps ne l'a pas encore compris et continue de rester prêt. J'étais assis dans la petite cour de la maison d'Ouahen. Au-dessus de ma tête, le ciel thébain, densément semé d'étoiles. L'odeur du Nil venait de l'est, limoneuse, vivante, différente de tout le reste. Amenhotep sortit et s'assit à côté de moi. Nous restâmes silencieux longtemps. C'était un bon silence, de ceux qui arrivent entre des gens qui n'ont pas besoin de remplir la pause. Puis il dit, « Tu penses à l'oasis ?»« Oui. À quoi exactement ?» Je réfléchis. Au fait que maintenant tout va changer. Avant, nous étions hors la loi. C'est étrange, mais cela nous donnait la liberté de faire les choses à notre manière, parce qu'il n'y avait rien à perdre. Maintenant, nous sommes officiels. Cela signifie des règles, des inspections, un tribut, des scribes du trésor. Et cela t'inquiète? Un peu. Je ne veux pas qu'Amon-Oa devienne un comptoir commercial ordinaire. Elle ne le deviendra pas, dit Amenhotep. Parce qu'un comptoir commercial ordinaire est construit pour l'argent. Toi, tu as construit pour les gens. C'est une différence qu'aucun statut officiel ne peut effacer. Es-tu sûr? Non. Mais j'ai vu beaucoup de villes et beaucoup de souverains. Ceux qui construisent pour l'argent deviennent riches et vides. Ceux qui construisent pour les gens grandissent. Plus lentement, mais plus profondément. Je regardais les étoiles. « Regrettes-tu jamais d'être venu à nous ?» Le vieil homme resta silencieux. « Non. Je regrette de ne pas avoir quitté Karnak plus tôt. J'ai supporté trop longtemps ce qui n'aurait pas dû être supporté. C'est une erreur que je ne veux pas répéter. Es-tu heureux d'être ici? Je suis heureux de faire quelque chose de réel. À la fin de la vie, c'est ce qui compte le plus. » J'acquiesçais. « Demain, nous rentrons chez nous. »« Oui, chez nous. » Le mot sonnait juste. La route du retour sembla plus courte. Non parce que le chemin avait changé, les mêmes dunes, la même plaine pierreuse, la même odeur de poussière et d'acacia. Mais quelque chose à l'intérieur était différent. Quand tu chevauches avec un lourd fardeau, le fardeau pèse. Quand tu reviens avec une réponse, le même chemin semble différent. Néférou chevauchait devant, comme toujours. Le troisième jour, elle s'arrêta soudain au sommet d'une dune et se retourna. « Regarde. » Je m'approchai d'elle. À l'horizon, une fine bande verte. Des palmiers. Nos palmiers. Horsa, qui arriva derrière nous, dit doucement. « La voilà. » Amenhotep plissa les yeux. Les murs ont grandi. Bakken n'a pas perdu de temps. Il ne le perd jamais, répondis-je. Nous descendîmes de la dune et avançâmes. Les portes. Le garde sur la tour nous remarqua le premier. Je l'entendis crier quelque chose à l'intérieur, puis encore, plus fort. Lorsque nous atteignîmes les portes, la moitié de l'oasis se tenait déjà là. Bakken sortit le premier, comme toujours, grand, poussiéreux, avec un marteau à la ceinture. Il me regarda, puis Amenhotep, puis moi de nouveau. « Vivant, dit-il. Je l'avais promis. Pas d'armée? Non, Thams, sous garde. Le décret? Signé. » Il resta silencieux une seconde. Puis il se tourna vers les gens derrière les portes et rugit si fort que les chameaux proches s'écartèrent brusquement.
Ils sont revenus, avec le décret. Ce qui se passa ensuite est difficile à décrire dans l'ordre. Les gens sortirent des portes en courant, crièrent, saisirent nos mains. Sekhmet apparut dans la foule, me regarda avec son regard plissé et hocha brièvement la tête une fois, comme si elle apposait un sceau. Tia se tenait aux portes les bras croisés et avec un sourire que je n'avais jamais vu chez elle auparavant, large, réel. Cléopatra et Héri-Chef sortirent du temple. Cléopatra leva l'amulette d'Isis. Héri-Chef murmura quelque chose, une prière ou simplement des mots de joie. Mérite. Elle ne cria pas. Elle ne courut pas. Elle se tenait simplement aux portes et regardait. Je descendis du chameau et m'approchai d'elle. « Je suis revenu, dis-je. »« Je le savais, répondit-elle. »« Comment ? Parce que tu ne sais pas perdre. » Je ris. Vraiment, pour la première fois depuis très longtemps. Elle prit ma main et m'entraîna à l'intérieur. « Viens. Bakken prépare un festin depuis 3 jours déjà. »« 3 jours ? Il était sûr que tu reviendrais avec la victoire. » Je ne discutais pas. Le festin était réel. Pas une modeste célébration près du feu, réelle, avec de longues tables, avec assez de nourriture pour tout le monde, avec de la bière et du vin de date, avec de la musique et des lumières, avec des enfants qui couraient entre les tables et emportèrent des dattes. Horsa était assis à côté d'une jeune femme et d'une petite fille, sa femme et sa fille, que Mentuhotep avait réussi à transporter à l'oasis 3 jours avant notre retour. Ils ne mangeaient presque pas, ils tenaient seulement leurs mains et parfois les regardaient avec un visage tel que ceux assis à proximité se détournaient par délicatesse. Ren-Nacht, l'ancien espion, était assis au bout de la table tranquillement, sans revendiquer une place au centre. Il avait bien travaillé ces dernières semaines, et Sekhmet me dit qu'elle lui faisait confiance exactement autant que nécessaire. C'était suffisant. Mentuhotep, qui apparut le lendemain de notre retour avec une caravane de sel et de bronze, était assis à côté d'Amenhotep et discutait vivement avec lui de quelque chose, avec des gestes. Amenhotep répondait avec tout autant d'animation. Je n'entendis pas le sujet, mais tous deux avaient l'air satisfaits. Néférou était assise au bord de la table, mangeait silencieusement, observait les gens. Je m'assis à côté d'elle. « Est-ce que ça va ?»« Oui. » Je regarde simplement. « Quoi ?» Elle resta silencieuse. « Ce qui en est sorti. Il y a 1 an, il n'y avait ici qu'une source et des eaux d'étrangers. Maintenant, ceci. » Je regardais là où elle regardait. « Pensais-tu à cela quand tu m'as trouvé près de l'eau ?»« Non. Je pensais, un homme étrange. Il mourra d'ici le matin. » Presque bien deviné. « Presque, approuva-t-elle. » Et ajouta doucement. « Heureusement que je me suis trompé. » Je levai une cruche de vin de date. À Emonoa, elle leva la sienne. Aux gens d'Amonoa, c'était plus juste. Bakken se leva au milieu du festin, comme toujours, sans aucun plan particulier, se leva simplement et commença à parler. « Je ne sais pas parler joliment, commença-t-il. « Tout le monde le sait. »« C'est vrai, confirma Tia depuis son coin. » Rire. « Mais je vais dire une chose. Quand j'ai creusé le premier puits, je me suis dit « Pourquoi ?» Nous sommes 3, l'eau s'épuise, le pharaon nous cherche. Pourquoi creuser? Il resta silencieux. Et puis l'eau est venue, de la vraie eau. Et j'ai compris, voilà pourquoi. Parce que si tu ne creuses pas, il n'y a pas d'eau. Pas d'eau, pas de ville, pas de ville, pas de nous. Il leva sa chope. Émonor a commencé à creuser. Nous avons tous creusé ensemble. Et voilà. Il balaya tout autour de lui de la main. Ceci est à nous. Pas au pharaon, pas aux prêtres, pas au vizir. À nous. La salle se leva. Je n'avais pas prévu de parler, mais quand Bakken s'assit, les gens me regardèrent et je me levai. Amenhotep m'a dit un jour, « Ceux qui construisent pour l'argent deviennent riches et vides. Ceux qui construisent pour les gens grandissent. » Je regardais les visages, Bakken avec Myriam, Tia, Sekhmet, Ptah, Cléopatra, Héri-Chef, Horsa avec sa famille, Ren-Nacht, Néférou, le jeune Sif, l'adolescent, encore à côté de son père. De nouvelles personnes dont je n'avais pas encore retenu les noms, mais dont les visages étaient déjà devenus une partie du lieu. Nous grandissons, dis-je. C'était tout ce qu'il fallait dire. Matin après le festin. Le matin arriva tranquillement. Le marché ouvrit comme toujours, Horemheb avec des galettes, le vieux nomade avec des harnais, les enfants avec des dattes.
Bakken alla le matin voir comment avançait le nouveau canal vers le jardin occidental. Ptah réparait quelque chose près de la forge en sifflant. Tia distribuait les rations. Cléopatra ouvrit le temple. Amenhotep était assis à sa place permanente avec des papyrus. Je m'assis à côté de lui. « Que lis-tu » J'écris. Un registre. Nouvelle personne. Nouveaux bâtiments. Nouveaux accords. Déjà ? Depuis ce matin. L'ordre commence par les registres. Je le regardais. Amenhotep. Oui. As-tu jamais pensé que tu finirais ici ? Il posa le calame. Je pensais mourir à Karnak parmi des rouleaux que personne ne lit. Une pause. Cela aurait été dommage. Dommage. Ici, mes rouleaux sont lus. C'est la différence. Néférou s'approcha et posa devant nous deux cruches d'eau et un bol de dattes. Petit déjeuner, dit-elle. Tu as cuisiné ? Amenhotep fut surpris. Non, Tia a cuisiné. Moi, je l'ai apporté. C'est aussi un progrès. Elle renifla et partit. Je pris une datte et regardai l'oasis. Murs, canaux, tours, temples, marchés, forges, entrepôts, jardins, gens. Il y a 1 an, une source et des ruines. Maintenant une ville. Pas parfaite, pas riche. Pas grande au sens où Thèbes ou Memphis sont grandes, mais vivante. Réelle. Construite par les mains de gens qui n'avaient nulle part ailleurs où aller et qui ont donc décidé de construire là où ils se tenaient. Mérite m'apporta un manteau, les matins étaient encore frais. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle. « À ce qui vient ensuite. Et qu'est-ce qui viendra ?» Je regardais vers l'est, où le désert s'étendait au-delà de l'horizon. Sans fin, dur, beau. Plus de gens, plus d'eau, plus de murs, de nouvelles pistes, de nouvelles alliances, de nouveaux ennemis, probablement. Ça semble épuisant. Ça ressemble à la vie. Elle rit et alla au métier à tisser. Je restais assis. Amenhotep écrivait. De loin venait le son du marteau de Bakken. Plus près, la voix de Sekhmet entraînant déjà les archers. Encore plus près, l'odeur du pain frais de Néfertari. Tout à sa place, tout vivant, c'était suffisant. Pour aujourd'hui, et demain, construire encore.